L'histoire commence alors que le groupe d'un héros combat un roi démon. Le roi est féroce, mais les héros parviennent à le maintenir en place avec de la magie. Le démon déclenche une puissante attaque, mais elle est bloquée par la barrière du mage. La bête continue de lancer des attaques dévastatrices, mais chacune est contrée par les héros. Le groupe chronomètre parfaitement son attaque finale, et le démon est finalement vaincu. À leur retour au château, les 4 mages qui ont aidé le héros à vaincre le roi démon sont célébrés. En reconnaissance de leurs efforts, le roi leur accorde un honneur très spécial. Ils sont les sages du feu, de la terre, de l'eau et du vent, et le roi déclare qu'il leur donnera les titres réservés aux plus puissants des mages. Il annonce qu'ils seront appelés les 4 empereurs, et tout le monde est stupéfait. Dans ce monde, seuls ceux de sang noble peuvent obtenir le titre d'empereur. Le sage nommé Eftel n'arrive pas à croire que ces titres leur soient attribués, et il est très honoré. Le roi reconnaît que dans ce monde de magie, Eftel n'est pas le plus puissant. Cependant, il a gagné un grand titre, et désormais, il sera connu sous le nom d'empereur de la foudre. Les autres sages reçoivent également leur titre, et tout le monde les applaudit. Alors que tous acclament, Eftel ne peut s'empêcher d'être ému. Après 40 ans d'études de la magie, ses efforts étaient enfin reconnus de la plus belle des manières. Bien des années plus tard, l'apprenti d'Eftel, nommé Merlin, lui annonce que le petit déjeuner est prêt. Eftel attend la journée avec impatience car elle sera remplie d'entraînement. Plus tard ce jour-là, Eftel entraîne ses élèves et les félicite pour leur bon travail. Un élève laisse tomber le rocher sur sa tête en essayant de maintenir un sort, et Eftel rappelle aux élèves de rester concentrés. S'ils ne peuvent pas se concentrer, ils ne pourront pas maintenir leur cercle magique tout en récitant l'incantation. Eftel finit par leur dire de relâcher le sort, et il est clair que les élèves sont épuisés. Il leur dit qu'il est temps d'essayer à nouveau les sorts de niveau 4, mais Merlin dit qu'il devrait se reposer. Eftel est pris au dépourvu par son inquiétude pour lui, mais il l'assure qu'il va bien. Un retour en arrière révèle qu'Eftel a trouvé Merlin après une catastrophe. Sa mère était un démon qui a perdu la vie en étant prise dans la bataille des héros contre le roi démon. Eftel est sûr que Merlin ne s'en souvient pas, mais il a mis fin à la vie de tant de membres de son clan. Il ne peut qu'éprouver de la culpabilité, d'autant plus qu'elle s'inquiète autant pour lui. Eftel passe outre pour rappeler aux élèves comment utiliser les sorts de niveau 4. Merlin veut avec empressement qu'il lui enseigne les sorts de niveau 6, mais les autres élèves font remarquer que c'est trop tôt. Eftel dit que Merlin est aussi fougueuse que toujours, et elle lui rappelle que c'est parce qu'elle est la meilleure élève de l'empereur de la foudre. Eftel ne répond pas lorsqu'on l'appelle ainsi, et il se demande simplement pourquoi Merlin est si pressé. Il lui rappelle que les fondamentaux sont importants, c'est pourquoi ils doivent s'entraîner à la concentration. Merlin dit avec urgence qu'elle doit se dépêcher de devenir plus forte, mais elle s'arrête avant de révéler pourquoi. Un peu plus tard, nous voyons ce qui motive réellement Merlin. Elle se tient devant une forêt dangereuse et se dit qu'elle ne doit pas avoir peur. Merlin est terrifié alors qu'elle entre dans la forêt, mais elle s'incite à continuer d'avancer. Finalement, elle arrive à une grotte et se dit qu'elle doit vaincre le monstre qui vit à l'intérieur. Ce sera la seule façon pour elle de pouvoir véritablement se dire la meilleure élève de l'empereur de la foudre. Une fois qu'elle le sera devenue, elle pourra enseigner à tous afin qu'Eftel n'ait plus à le faire. Tout ce que Merlin veut, c'est qu'Eftel puisse enfin se détendre et se reposer. Malheureusement, les choses ne se passent pas si bien, car quelques instants plus tard, nous voyons Merlin courir pour sauver sa vie. Elle est poursuivie par la bête de la grotte, et elle n'arrive pas à croire que la magie de niveau 4 n'ait pas fonctionné contre elle. Ses attaques n'ont rien fait, elle n'a donc plus qu'une seule option. Elle se tourne vers le monstre et commence une incantation. Alors qu'elle prépare son attaque, elle se rappelle de se concentrer, comme Eftel le lui a appris. Ce n'est pas facile car elle prépare un sort de niveau 6 et le monstre s'approche rapidement. Elle est sur le point d'être attaquée, alors elle libère le sort. Elle est ravie de voir que le sort a fonctionné, mais cela ne dure pas longtemps. Le monstre est tout simplement trop puissant et il l'attaque. Merlin est en grand danger alors que la bête s'approche d'elle et se prépare à mettre fin à ses jours. À ce moment-là, Merlin est soulagée lorsqu'elle voit qu'Eftel est arrivée pour l'aider. Malheureusement, il gronde Merlin en lui rappelant qu'il lui avait dit de rester loin de cette forêt. Merlin s'excuse, et Eftel lui dit d'écouter attentivement. Il fait remarquer qu'elle a le plus grand potentiel parmi tous ses élèves, mais qu'elle est trop pressée. Il explique que le pouvoir que l'on s'empresse de maîtriser n'est pas un véritable pouvoir. À cet instant, Merlin est horrifié alors que le monstre se prépare à attaquer de nouveau. Eftel ne fait même pas face à la bête, étant simplement contrariée d'avoir été interrompue dans son cours. D'un simple mouvement de poignet, Eftel déclenche un sort de niveau 10. Les dégâts consument une grande partie de la forêt, et Merlin regarde, émerveillé. Ensuite, Merlin s'émerveille de la force d'Eftel. Eftel lui dit qu'elle a assez étudié pour aujourd'hui, et il la renvoie. Malheureusement, il s'effondre par terre et crache du sang. Eftel maudit sa maladie, et il réalise que Merlin vient de le voir s'effondrer. Merlin révèle que ce n'est pas la première fois, et elle sait qu'il est malade. Elle révèle que c'est pour cela qu'elle voulait apprendre aussi vite que possible, pour pouvoir l'aider. Eftel est stupéfait car Merlin a travaillé si dur, et c'était pour lui.
Merlin insiste sur le fait qu'il doit prendre soin de lui, donc il devrait se reposer autant que possible. Malheureusement, Eftel fait remarquer qu'il n'a plus beaucoup de temps, donc il n'a pas de temps à perdre à se reposer. Merlin ne comprend pas pourquoi il continue à s'entraîner à la magie alors qu'il est si malade. Eftel explique simplement qu'il veut former les élèves talentueux qui viendront après lui, tout comme Merlin. Il poursuit en disant qu'il fut un temps où il voulait être le plus fort du monde. Chaque mage veut être le plus grand de tous les temps, et il ne faisait pas exception. Malheureusement, il a fini par réaliser qu'il n'atteindrait jamais ce rêve. Merlin n'arrive pas à croire ce qu'elle entend car elle sait à quel point il est fort. Elle dit que l'empereur de la foudre est le plus fort de tous, et elle fait remarquer que même aujourd'hui, il a utilisé un sort de niveau 10 sans effort. Eftel le reconnaît, mais cela ne suffit toujours pas comparé aux jeunes mages et à leur talent. Eftel sait qu'il ne peut pas rivaliser. Même lors du combat contre le roi démon, il avait du mal alors qu'il était le plus âgé d'entre eux. Le lendemain, l'un des élèves d'Eftel arrive avec une nouvelle urgente. Il révèle que l'empereur de la flamme a terminé sa théorie sur l'aptitude magique. Eftel est stupéfait et il examine les détails. Il n'arrive pas à croire ce qu'il lit car la découverte de l'aptitude magique d'une personne a longtemps été considérée comme impossible. Eftel est émerveillé en lisant comment cela se fait réellement. Comme il l'avait toujours soupçonné, l'empereur de la flamme s'avère être un génie. L'élève d'Eftel se demande ce qu'il va faire, alors Eftel dit qu'il devrait essayer. Il rassemble ses élèves et fait les préparatifs pour découvrir quelles sont leurs aptitudes magiques. La première étape consiste à placer un seul cheveu du sujet dans une fiole. Celui-ci est immergé dans une eau magique spéciale traitée pour chaque élément. Merlin est la première à être testée, et les élèves sont étonnés lorsque son cheveu réagit avec l'eau magique. Les fioles bleues et vertes brillent, alors ils se demandent ce que cela signifie. Selon le document de l'empereur de la flamme, la force de la lumière et la profondeur de la couleur indiquent un rang entre eux et S. Quant au résultat de Merlin, le vert et le bleu brillent intensément et sont colorés. Cela signifie qu'elle a une aptitude de rang S à la fois pour l'eau et le vent. Les autres éprouvettes sont rouges et marron, ce qui signifie que son feu est de rang C et sa terre de rang B. Tous les élèves sont émerveillés, mais Eftel remarque que cela ne semble pas signifier grand-chose pour Merlin. Cependant, il l'a élevée depuis qu'elle était bébé, donc il sait ce que cela signifie. Compte tenu de ce qu'il sait de son aptitude magique, les résultats de ce test sont précis à 100%. La manière actuelle dont les gens apprennent la magie dans ce monde consiste à faire étudier à un élève les sorts de base de tous les types. Après un certain temps, ils décident de ce qu'ils pensent être leur aptitude. Cependant, avec ce test, ils pourront le savoir dès leur entrée à l'école. Eftel se corrige en réalisant que désormais, ils pourront connaître l'aptitude de quelqu'un au moment de sa naissance. Cela signifie également qu'ils pourront entraîner leur aptitude beaucoup plus tôt et devenir beaucoup plus forts. Eftel veut se tester, mais Merlin fait remarquer qu'il est déjà l'un des 4 empereurs. Les autres élèves sont curieux de voir ce que cela donnera, alors Eftel se prépare. Il pense que même s'il ne peut pas atteindre le plus haut niveau de magie, il veut savoir s'il a jamais eu le talent pour le faire. Il a travaillé des centaines de fois plus dur que quiconque, et il a même fourni plus d'efforts que les 3 autres empereurs. Ce n'était même pas comparable, alors il veut voir ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait connu son aptitude avec une certitude absolue. À la surprise générale, le test montre que son eau est incolore. Incolore signifie aucune aptitude du tout, mais les élèves n'y croient pas. Il est impossible qu'Eftel ait une aptitude nulle, et Eftel est d'accord. Aucune aptitude du tout signifie qu'aucun esprit ne vous bénira. Eftel a vraiment du mal à accepter cela, et il se rappelle désespérément qu'il est l'empereur de la foudre. Merlin est sûr qu'ils ont dû faire une erreur, alors elle dit qu'il devrait réessayer. Eftel est d'accord avec elle, alors il continue d'essayer. Malheureusement, peu importe le nombre de fois qu'ils essaient, la fiole reste incolore. Finalement, Eftel est forcé d'accepter qu'il n'a jamais eu d'aptitude. Il réalise maintenant que cela a du sens car il lui a toujours fallu plus de temps qu'à tout le monde pour apprendre la magie. Ce n'est que grâce à ses efforts incessants qu'il est devenu meilleur que les autres. Il détermine que la raison pour laquelle il ne pouvait pas battre les autres empereurs, et la raison pour laquelle ils l'ont toujours surpassé, était qu'il n'avait pas d'aptitude magique. Alors qu'il accepte ce simple fait, son corps commence à se dégrader à nouveau. Son état ne fait qu'empirer alors que sa toux devient plus violente, et Merlin essaie de prendre soin de lui. Malheureusement, il est dans un si mauvais état qu'il lui dit de s'éloigner pour qu'elle ne voie pas à quel point c'est grave. Alors qu'Eftel lutte contre sa maladie, il pense à comment il a toujours cru qu'il pourrait un jour atteindre les plus hauts niveaux de magie. Cependant, quoi qu'il fasse, il n'a jamais pu surmonter le mur appelé talent. C'est à ce moment qu'il perd tous les souhaits de sa vie et tout son espoir. Il se qualifie de pathétique, et il se demande ce qui serait arrivé s'il avait eu plus de temps. Sa vie commence à s'éteindre, et au lieu de s'en aller paisiblement, il part avec des regrets infinis. Il est submergé par la frustration, mais il n'a plus de temps, et sa vie prend fin. À ce moment-là, une compétence mystérieuse s'active et utilise la seconde réincarnation. Eftel se retrouve dans un endroit lumineux, et il ne se souvient de rien. La dernière fois qu'il était ici, c'était il y a 50 ans, et il ne se souvient pas qu'il possède la compétence de réincarnation.
Une déesse apparaît devant lui, et il se souvient que c'est ici qu'il l'a rencontrée pour la première fois. C'était après qu'il eut mis fin à sa première vie dans un monde différent du précédent. La déesse le salue et lui rappelle ce qui s'est passé. La compétence d'Eftel, appelée indomptable, lui donne le pouvoir de travailler vers son objectif sans jamais abandonner. Eftel est surpris, mais cela explique pourquoi il n'a jamais pu renoncer à quoi que ce soit. La déesse déclare maintenant qu'il est temps pour la seconde réincarnation d'Eftel. Comme la dernière fois, il peut choisir 2 compétences de départ bonus. Elle lui propose quelques options, mais Eftel les refuse toutes. Il explique qu'il possède encore toutes les connaissances magiques qu'il a acquises au cours de 2 vies. S'il obtient juste le temps de fournir plus d'efforts pour s'améliorer, alors c'est tout ce dont il a besoin. La déesse est surprise, mais elle comprend parfaitement. Eftel est monté au rang des 4 empereurs, même s'il n'avait pas d'aptitude. Ce n'était pas seulement grâce à sa compétence seule, c'était grâce à la force de sa volonté. Eftel est prêt, alors la déesse le réincarne pour une seconde fois. Un peu plus tard, Eftel se réveille et se retrouve dans un nouveau corps, et un tas de souvenirs lui reviennent. Alors qu'il se regarde dans un miroir, il se rappelle qu'il est Eftel, l'empereur de la foudre. À ce moment, sa mère arrive pour lui dire que le petit déjeuner est prêt. Pendant qu'il mange, Eftel réfléchit à sa situation. Grâce à la compétence seconde réincarnation que la déesse lui a donnée, Eftel est maintenant dans sa 3e vie. Depuis qu'il a eu 4 ans, les souvenirs de l'ancien Eftel ont commencé à revenir. Il déclare que cette fois-ci, il va véritablement maîtriser la magie. Heureusement, ce qu'il vient de se rappeler ce matin, c'était comment préparer l'eau pour le test d'aptitude magique. Eftel ne veut pas perdre de temps, alors il va se tester. Malheureusement, comme il s'y attendait, l'eau est à nouveau incolore. Cela signifie qu'il est très probable qu'il atteindra ses limites lorsqu'il apprendra les sorts de niveau 10, comme la dernière fois. À ce moment-là, un dragon terrifiant géant apparaît de nulle part, et Eftel remarque qu'il a des yeux cramoisis. Cela indique clairement que quelqu'un a dû le mettre en colère. Le dragon est poursuivi par des chevaliers, et Eftel réalise que la capitale est en danger. Eftel se précipite après lui, mais il s'arrête en se rappelant quelque chose. Il aurait pu aider à combattre cette bête lorsqu'il était à son apogée, mais maintenant il n'a que 4 ans. Eftel pense que s'il avait su que cela arriverait, il serait né dans un corps capable d'utiliser la magie. Il est complètement impuissant maintenant, et il ne peut que se souvenir du vieux sort qu'il a créé. C'était son propre sort original de niveau 10. À cet instant, alors qu'il pense à ce sort, il s'active sans avertissement. Le cercle magique est immense et déclenche une puissante attaque de foudre. Le sort frappe le dragon terrifiant et le décime complètement. Eftel regarde, choqué, car il ne comprend pas comment il vient de vaincre la bête. Les chevaliers sont encore plus confus et se demandent si le dragon a été frappé par la foudre. Eftel regarde sa main avec stupéfaction alors qu'il réalise ce qui se passe, il vient de renaître dans ce monde en étant capable d'utiliser les capacités magiques de l'apogée de son ancienne vie, même s'il n'a que 4 ans. Un peu plus tard, Eftel réfléchit à sa situation actuelle. Cela fait 3 ans que son moi passé s'est réincarné dans ce corps, et il a mené beaucoup de recherches. Ce qu'il a appris, c'est que le monde dans lequel il se trouve maintenant est le même que celui qu'il habitait, mais 400 ans plus tard. Le lendemain matin, un homme arrive chez Eftel. La mère d'Eftel le remercie d'être venu, et il lui dit de ne pas s'en faire. Eftel nous explique qu'il vit seul avec sa mère et que l'homme qui vient d'arriver pour lui donner de l'argent pour leurs dépenses est son frère Frasier. Frasier demande si Eftel va bien et il est surpris de voir qu'il étudie un livre aussi difficile à son jeune âge. Eftel dit qu'il trouve les livres vraiment intéressants, alors Frasier promet de lui apporter quelques livres en cadeau la prochaine fois. La mère d'Eftel dit qu'on voit bien de qui Eftel tient, parce qu'il aime tant lire, et Frasier est d'accord. Frasier ne pense pas qu'Eftel puisse comprendre ce que disent les livres parce qu'il est encore si jeune, mais il ne doute pas qu'Eftel les maîtrisera bientôt. Frasier dit que leur père sera très content, alors Eftel se demande quand il pourra enfin rencontrer son père. Frasier s'excuse parce que leur père est occupé et qu'il a du mal à trouver du temps. Eftel nous explique tristement qu'il n'a jamais rencontré son père. Son père est le duc Orcote et c'est une personne importante dans le domaine de la magie au royaume d'Azul. Il est un descendant de l'ancien moi d'Eftel, alors Eftel est curieux de savoir à quoi il ressemble. Malheureusement, la mère d'Eftel n'a aucune aptitude magique, alors l'épouse du duc et ses autres maîtresses ne l'apprécient pas beaucoup. Ils sont une famille de mages, alors ils ne comprennent pas pourquoi le duc aurait un enfant avec quelqu'un qui n'a pas d'aptitude magique. L'épouse du duc détestait tellement la famille d'Eftel qu'elle les a envoyés vivre au milieu de nulle part. En d'autres termes, la famille du père d'Eftel ne le reconnaît pas comme son fils, et c'est pourquoi il n'a jamais pu rencontrer son père. Frasier s'excuse encore et promet d'en parler à leur père. Eftel explique alors que Frasier est le deuxième fils de l'épouse du duc Orcote. Il a eu pitié d'Eftel et de sa mère, alors il prend soin d'eux, et c'est un homme très gentil. Eftel pense ensuite que, quoi qu'il se passe autour de lui, il s'en moque tant qu'il peut étudier la magie à nouveau. Plus tard, Frasier demande à Eftel ce qu'il veut faire plus tard avec toutes ses études. Eftel lui rappelle avec excitation qu'il est un descendant d'un mage légendaire. Il dit que quand il aura 15 ans,
Il veut aller à l'académie de magie de la capitale et étudier la magie. Avant même qu'il ait fini, la mère d'Eftel intervient. Elle fait remarquer qu'Eftel est comme elle, car il n'a pas d'aptitude magique. Eftel révèle qu'à cette époque, les tests d'aptitude magique sont courants, donc son manque d'aptitude est déjà connu de tous. La mère d'Eftel dit qu'elle pense à faire apprendre l'escrime à Eftel et à l'envoyer plutôt à l'école militaire. Frazier trouve que c'est une excellente idée, et il révèle qu'il a été diplômé de l'école militaire major de sa promotion. Il admet qu'au début, il n'a choisi cela que parce qu'il était jeune et qu'il voulait se rebeller contre le fait d'appartenir à une famille de magiciens. Cependant, au final, il pense que c'était le bon choix. Les épéistes magiques sont rares, donc l'armée prend vraiment soin de vous. À ce moment-là, Frazier décide que, puisqu'il a un peu de temps aujourd'hui, il va voir comment Eftel se débrouille avec l'épée. La mère d'Eftel est ravie, alors Frazier commence à entraîner Eftel. Frazier est impressionné et dit à Eftel de mettre plus de force dans ses poignets. Les choses semblent bien aller, alors il dit qu'Eftel a beaucoup d'aptitude pour l'escrime. Eftel est complètement épuisé, mais il réalise finalement quelque chose. Au début, il se demandait pourquoi Frazier ne lui enseignait que l'éducation de base et les sciences militaires. Mais maintenant, il réalise que Frazier voulait qu'il aille à l'école militaire depuis le début. Eftel comprend que Frazier s'inquiète probablement juste de son manque d'aptitude magique. À ce moment-là, Eftel arrête soudainement l'entraînement et dit à Frazier qu'il veut vraiment aller à l'académie de magie. Frazier essaie d'expliquer que les gens sont bons dans certaines choses et mauvais dans d'autres, mais Eftel dit qu'il le sait déjà. Il sait qu'il n'a pas d'aptitude magique, mais il dit qu'il a quand même du mana. Il révèle qu'il peut même utiliser la magie, alors il veut y aller coûte que coûte. Au fond de lui, Eftel pense qu'il y a 400 ans qu'il n'a plus été en vie. Il est sûr que s'il peut juste arriver à l'académie de magie, il trouvera un indice pour dépasser ses limites magiques. Frazier comprend, alors il décide de faire un marché avec Eftel. Il dit qu'il va lancer le sort maintenant, et si Eftel peut le reproduire ne serait-ce qu'un peu, alors il recommandera personnellement Eftel pour l'académie de magie. Eftel est ravi et remercie Frazier. Au fond de lui, cependant, Frazier s'excuse auprès d'Eftel car il sait que ce qu'il fait est un peu cruel. Il s'attend à ce qu'Eftel échoue et il se sent vraiment mal. Il espère seulement que cela aidera Eftel à voir la réalité et à comprendre ses limites. Frazier dit à Eftel de regarder attentivement et il commence une longue incantation. Il dit tout un tas de mots et fait tout un tas de pauses, puis il libère le sort. Son attaque tranche un arbre en deux et il est complètement épuisé. Frazier est fier de lui pour avoir utilisé un sort de niveau 2 et il est sûr que cela a dû sembler être un miracle à Eftel. Il est cependant choqué quand Eftel demande si c'était tout. Eftel n'est pas du tout impressionné et Frazier n'en croit pas ses oreilles. Il explique immédiatement qu'utiliser de la magie de ce niveau demande beaucoup d'efforts. Avant qu'il ait fini, Eftel libère le même sort en une fraction de seconde. Le vent autour de son attaque surprend Frazier, mais il est encore plus choqué par ce qu'il voit. L'attaque d'Eftel a enlevé un énorme morceau de la forêt, et Frazier n'arrive pas à croire qu'un enfant de 7 ans ait pu utiliser une telle magie. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il l'a fait instantanément, sans incantation. Seul un sage qui s'est entraîné pendant des décennies devrait pouvoir faire cela, et aucun enfant de 7 ans ne pourrait jamais le faire. Il demande à Eftel ce qu'il a fait et Eftel s'excuse rapidement. Il se souvient qu'il était censé juste copier le sort, mais cela s'est retrouvé plus proche d'un niveau 4. Frazier est hors de lui car le niveau 4 est une magie ultra avancée. Cela déroute Eftel parce qu'il a toujours considéré le niveau 4 comme une magie moindre. Frazier exige de savoir comment Eftel peut utiliser une magie aussi avancée et Eftel a du mal à trouver une réponse. Il ne peut pas révéler qu'il a été réincarné, alors il doit trouver autre chose. Il dit simplement qu'il ne peut pas vraiment expliquer pourquoi, il adapte juste les connaissances et le pouvoir magique qu'il a acquis par ses études à son corps et à son cerveau. Eftel admet alors avec désinvolture que la vérité est qu'il peut en fait faire de la magie jusqu'au niveau 10. C'en est trop pour Frazier, car le niveau 10 est une technologie perdue, et il s'évanouit. Eftel essaie de réveiller son frère, mais en vain. Il pense qu'il n'a jamais laissé personne dans cette vie le voir utiliser la magie auparavant. Cependant, d'après la réaction de Frazier, il comprend que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, il se souvient que quand il a vaincu le dragon, tout le monde a qualifié sa magie de miracle et a dit qu'un dieu les avait sauvés. Eftel réalise rapidement que quelque chose ne tourne pas rond à cette époque. Pendant que Frazier se remet, Eftel lit quelques livres sur les niveaux magiques, et tout s'éclaire enfin pour lui. Il ne sait pas ce qui s'est passé au cours de ces 400 dernières années, mais il semble que la culture magique ait beaucoup décliné depuis son époque. Ce qui était autrefois une magie ultra avancée est maintenant considéré comme une technologie perdue et lancer des sorts sans incantation n'est plus courant non plus. Cela explique pourquoi Frazier s'est évanoui, alors Eftel décide qu'il devrait s'excuser auprès de lui. À ce moment-là, Frazier se réveille et il est toujours sous le choc qu'un enfant de 7 ans lance des sorts sans incantation. Eftel a décidé de brouiller les pistes, alors il raconte à Frazier une histoire complètement différente. Il dit que Frazier a utilisé un sort incroyable pour faire exploser un arbre et qu'une partie lui a heurté la tête et l'a assommé. Frazier gobe l'histoire complètement et il se convainc que c'est forcément ce qui s'est passé.
À partir de ce moment, Eftel décida qu'il étudierait la magie en secret. Il décida aussi de jouer le jeu avec Frazier concernant l'école militaire, au moins pour un temps. Frazier continue d'entraîner Eftel à l'épée et il doit lui rappeler de garder les yeux sur son adversaire. Eftel s'avoue à lui-même qu'il ne veut pas vraiment aller à l'école militaire. Cependant, il pense que sa compétence indomptable de sa vie passée a peut-être déformé sa personnalité car plus il est vaincu, plus il se met en colère. Cela le pousse à redemander à Frazier un round de plus, encore et encore, chaque jour. Frazier est toujours heureux d'obliger, alors leur entraînement dure éternellement. Quand Eftel a 10 ans, il commence à penser qu'il veut devenir plus fort dans les arts martiaux d'une manière qui va au-delà de la simple magie. Il détruit complètement une bûche qui tombe et il en est venu à réaliser qu'utiliser une épée est en fait très amusant. Aussi, il pense que le titre de plus fort épéiste magique serait plutôt cool. À ce stade, Frazier lui apprend à se battre 3 fois par semaine. À ce moment-là, Frazier annonce qu'aujourd'hui, ils vont faire quelque chose d'un peu différent et avoir une leçon spéciale. Il révèle qu'il a fait venir un entraîneur spécial pour enseigner à Eftel à sa place. Un homme massif arrive et il demande si Eftel est le gamin dont Frazier lui a parlé. Frazier confirme que c'est lui et Eftel est intimidé par la carrure de ce grand type. Frazier le présente comme Monsieur Moria, l'ancien commandant des chevaliers du royaume d'Azul. Eftel se présente, mais Moria lui dit juste de l'attaquer quand il sera prêt. Il laissera même Eftel porter le premier coup, alors Frazier lui souhaite bonne chance. Eftel l'a bien entendu, mais il ne trouve aucune ouverture du tout. Rien qu'en regardant Moria, il peut dire qu'il est incroyablement fort. Moria s'impatiente parce qu'Eftel reste planté là, alors il décide de faire le premier mouvement lui-même. Eftel réalise que face à la puissance de Moria, ce n'est pas qu'il ne veut pas bouger, c'est qu'il ne peut pas bouger. Moria déclare qu'il est prêt et il apparaît immédiatement devant Eftel. Moria est si rapide qu'Eftel ne voit même pas son épée bouger et on lui dit qu'il est trop lent pour réagir. Moria demande si c'est tout ce qu'il a, mais Eftel n'abandonne pas. Eftel utilise l'amélioration des capacités physiques et Moria est impressionné qu'il puisse l'utiliser à son âge. Eftel déchaîne une pluie d'attaques, alors Moria dit qu'il voit pourquoi Frazier l'a recommandé. Eftel est confus parce qu'il ne savait pas qu'il était recommandé pour quoi que ce soit. Frazier explique que quand il enseignait à Eftel, il a réalisé qu'il y avait une faible quantité de mana dans sa main chaque fois qu'il tenait une épée. Eftel n'a pas d'aptitude magique, mais il peut contrôler le mana dans son corps de manière étonnamment fluide, presque comme un vrai mage ou un sage. Eftel pense en lui-même que cela a du sens parce qu'il était en fait un sage. Moria rit de bon cœur car il n'arrive pas à croire qu'Eftel ne puisse pas utiliser la magie, mais qu'il puisse contrôler son mana comme un mage. Cela le fait bien rire, mais Eftel n'aime pas qu'on se moque de lui. Il pense qu'il pourrait gagner facilement s'il se laissait utiliser la magie. Cependant, il décide que ce serait sans intérêt de battre Moria de cette façon. Pour l'instant, tout ce qu'il veut, c'est le battre dans un vrai combat. Eftel essaie d'attaquer, mais l'épée de Moria est trop lourde. Moria lui dit qu'il manque de technique, et plus encore, qu'il manque de taille et de muscles. Il dit qu'il faudra au moins 3 ans de plus avant qu'Eftel soit à sa hauteur. Eftel lutte pour retenir l'attaque de Moria, mais quelque chose change. Eftel manœuvre très rapidement et il parvient à jeter Moria sur le dos. Frazier l'encourage, mais Eftel pense que son corps a bougé tout seul. Il reconnaît la technique qu'il vient d'utiliser et il se souvient qu'il a appris à faire des projections dans un monde différent de celui-ci. Il ne s'attendait jamais à ce que cela lui soit utile, mais heureusement, ça l'a été. Moria admet qu'une défaite est une défaite, et il déclare qu'Eftel a réussi le test. Eftel est confus quant au test dont il parle, alors Frazier révèle qu'il a oublié de mentionner quelque chose d'important. Monsieur Moria est en fait le directeur de la prestigieuse école des sciences militaires d'Azul. Cela signifie qu'à partir de l'âge de 15 ans, Eftel sera étudiant dans une véritable école militaire, et Frazier dit que sa mère sera si fière. Eftel est de plus en plus surpris à chaque mot, et Moria dit qu'il veut clarifier une chose. Il dit qu'il a peut-être perdu le combat, mais qu'il a gagné le duel à l'épée. Eftel ne comprend pas du tout cette logique, et il se demande comment cela a même pu arriver. Quelque temps plus tard, Frazier remarque qu'il va pleuvoir, et il demande à la mère d'Eftel où il est. Elle dit qu'Eftel est dehors en train de s'entraîner avec son épée et qu'il ne rentre jamais, même quand le temps est mauvais. Elle espère seulement qu'il ne sera pas trempé et qu'il n'attrapera pas froid. Sous la pluie, Eftel s'entraîne en réalité secrètement à la magie, et il lance un sort de niveau 10. L'attaque qu'il déclenche est dévastatrice, mais Eftel est perfectionniste. Il note qu'il y a encore un léger décalage quand il atteint le niveau 9 ou 10. Eftel pense que les jours de pluie comme ceux-ci sont parfaits car il peut s'entraîner à la magie sans que personne ne le remarque. À ce moment-là, Frazier accourt parce qu'il a vu un terrible éclair et qu'il était inquiet. Eftel minimise rapidement et dit qu'il va très bien. Il se gronde intérieurement car il a encore failli effrayer Frazier. Frazier lui rappelle qu'il va à l'école militaire l'année prochaine, alors il doit faire attention à ne pas se blesser. Au fond de lui, Eftel révèle son véritable plan. Depuis l'examen d'entrée, il a été décidé qu'il irait à l'école militaire. Dans ce monde, on devient adulte à 15 ans, et actuellement, Eftel a 14 ans. Cependant,
Eftel n'a aucune intention d'aller réellement à l'école militaire. Les tests d'aptitude magique étant désormais partout, il sait qu'il lui sera difficile de suivre la voie de la magie de manière normale. C'est pourquoi, quand il aura 15 ans, il prévoit de quitter la maison et de rejoindre l'académie de magie par ses propres moyens. Sur le chemin du retour, Frazier annonce qu'il a une bonne nouvelle. Il révèle que leur père, le duc Orcotte, va enfin rencontrer Eftel. La mère d'Eftel est débordante de joie, et elle dit que c'est grâce à Frazier qui a tant appris à Eftel sur les sciences militaires et l'escrime. Elle dit à Eftel que c'est incroyable et qu'il est enfin devenu assez fort pour que son père le reconnaisse. Elle devient très émue, mais Eftel ne ressent pas la même chose. Au fond de lui, il ne pense pas qu'il y ait grand intérêt à rencontrer un homme qu'il a ignoré pendant 14 ans. Même Frazier devient émotif et se met à pleurer tellement il est heureux pour Eftel. La mère d'Eftel est sûre que leur père vient parce que Frazier s'est occupé d'Eftel chaque jour. Eftel décide de jouer le jeu car il ne veut pas attrister les deux. Plus tard, ils arrivent au manoir du duc Orcotte et Eftel est émerveillé par sa beauté. Il se rappelle qu'il n'est venu que pour sa mère et Frazier, mais il est un peu excité à l'idée de rencontrer son propre descendant aussi. Frazier amène alors Eftel pour rencontrer leur père. Pour une raison quelconque, tout le monde dans la pièce est très silencieux. Eftel surprend tout le monde en s'avançant et en se présentant. Il dit qu'il a toujours voulu rencontrer son père et tout le monde est stupéfait. Malheureusement, le duc dit immédiatement à Eftel de l'appeler duc Orcotte au lieu de père. Il dit qu'il n'a jamais reconnu Eftel et il déclare qu'Eftel fait honte à leur famille. Eftel est stupéfait car c'est ainsi que cet homme salue son fils pour la première fois en 14 ans. Eftel se contente d'acquiescer et l'appelle duc Orcotte. Le duc insulte Eftel en disant qu'il est un descendant de l'empereur de la foudre, mais qu'il n'a aucune aptitude magique. Il dit qu'Eftel est une honte totale, alors l'empereur de la foudre doit pleurer. Eftel pense en lui-même qu'il pleure sûrement, car il a enfin rencontré son descendant et le type s'est avéré être un parfait idiot. Eftel ne pourrait pas être plus déçu, alors il veut juste rentrer chez lui. Le duc évoque ensuite le fait qu'il a entendu dire qu'Eftel avait reçu une invitation spéciale pour l'école militaire. Il éclate d'un grand rire et dit que c'est une excellente nouvelle. Un instant, Eftel se demande si peut-être son père est finalement content de le voir, et qu'il n'est peut-être pas si mauvais. Cet espoir est rapidement anéanti lorsque le duc révèle la véritable raison de sa joie. Il rit seulement parce que maintenant il n'aura plus à payer pour la nourriture d'Eftel. Puisqu'Eftel y va sur invitation, il aura tous ses repas et son logement gratuit et recevra même une bourse à partir de sa 3e année. Cela signifie que le duc n'aura pas à dépenser d'argent pour lui. Tout cela convient au duc tant qu'Eftel ne fait pas honte au nom de la famille. Eftel retire silencieusement tout ce qu'il a dit et il décide que ce type est une ordure complète. Il se demande si le duc l'a vraiment fait venir jusqu'ici juste pour dire tout cela. À ce moment-là, le duc appelle un autre de ses fils nommé Yohem. Il dit à Yohem que même s'il n'a eu Eftel que sur un coup de tête, les gens vont quand même penser qu'il fait partie de sa famille. Il veut que Yohem voie si Eftel est assez fort pour éviter de se ridiculiser à l'école militaire. Yohem comprend que son père veut qu'il donne une leçon au chien et il accepte la tâche avec joie. Ce type rit comme un psychopathe et Frazier s'alarme vraiment. Eftel devient très sérieux car il comprend très clairement maintenant quel était le but de cette rencontre. Tout le monde sort pour que Yohem puisse tester la force d'Eftel. Frazier prévient que Yohem n'en a peut-être pas l'air, mais qu'il est en réalité très compétent, il a obtenu les meilleures notes en escrime à l'école, et il est très dangereux. Même s'il ne s'agit que d'un combat simulé, Frazier dit à Eftel de se rendre si nécessaire. Eftel accepte, mais dans son esprit, il pense déjà que tout cela est énervant. Yohem nargue notre héros alors que le combat est sur le point de commencer, en disant que c'est sa dernière chance de s'enfuir. Yohem est cependant pris au dépourvu quand Eftel dit qu'il ne partira pas. Yohem abandonne alors l'épée, qui est bien plus lourde que les armes d'entraînement normales. Il explique qu'on l'appelle une épée en bois dur, et qu'il ne les utilise pas habituellement. Il dit qu'un coup solide avec cette épée pourrait briser des os ou même enfoncer un crâne. Yohem est sûr qu'Eftel sait ce que cela signifie, mais en réalité, il ne le sait pas. Yohem explique qu'en tant que fils aîné de la vraie famille, il donnera une vraie leçon à Eftel et à sa sotte de mère. Eftel est évidemment contrarié par cela, et Yohem ne fait qu'empirer les choses. Il explique que personne dans la famille ne les aime, et que la mère d'Eftel a supplié leur père de donner naissance à Eftel, ni l'un ni l'autre n'ont d'aptitude magique, et ils font honte à toute la famille. Yohem aimerait mettre fin à la vie de la mère d'Eftel, mais il devra se contenter de tuer Eftel à la place. Il permet à Eftel d'attaquer le premier, mais notre héros est figé sur place. Yohem se demande s'il pleure, mais Eftel est en réalité furieux, il est incroyablement déçu car ses descendants sont le pire genre de personnes. Yohem insulte la mère d'Eftel une dernière fois de la manière la plus dégoûtante, et Eftel en a assez. Eftel submerge instantanément son adversaire avec ses frappes, et Yohem peut à peine bloquer les attaques. Eftel est vraiment déçu maintenant, et il se demande si Yohem sait même se servir d'une épée. Yohem finit par célébrer lorsqu'il bloque une frappe lourde, mais Eftel n'a pas fini. Eftel utilise le renforcement physique, et il ajoute une tonne de pression à son attaque. Yohem est horrifié, et il se demande si c'est vraiment le même gamin d'il y a un instant. Il n'a aucun espoir de se défendre contre cette attaque,
et tout le monde est stupéfait quand Eftel le repousse. Eftel le bête si sévèrement que Yoim se retrouve impuissant au sol. Le combat est terminé, mais Eftel se soucie plus d'envoyer un message, et il dit à Yoim qu'il ne dira cela qu'une seule fois, si Yoim insulte encore sa mère, il mettra fin à sa vie. Eftel change de ton après avoir laissé Yoim inconscient, et il dit à sa mère qu'il est temps de rentrer à la maison. Même sa mère doit se demander si c'est vraiment le même Eftel qu'elle connaît, et Eftel l'assure que c'est le cas. Quant à son père, Eftel n'oublie pas de le remercier pour l'invitation. Le duc est terrifié maintenant, alors il souhaite simplement à Eftel d'aller à l'école militaire l'année suivante. Après un certain temps, Eftel pense à comment il pensait que le camp du duc Orko se vengerait d'une manière ou d'une autre, cela fait 2 semaines, et rien ne s'est passé, alors Eftel et sa mère profitent de leur vie paisible. Juste à ce moment-là, Frasier arrive soudainement chez eux en portant un bébé avec lui. Eftel se demande ce qui se passe, et un regard dans le passé révèle ce qui s'est passé. Au château, Frasier a annoncé à la garde royale que les chevaliers sacrés et l'armée d'Azula partaient au combat, cela signifiait que, pendant leur absence, c'était à eux de défendre la capitale. La situation était si dangereuse que Frasier a dit qu'il devrait faire venir des enfants de l'école militaire pour protéger la ville. Frasier a expliqué à son bras droit que la faction du ministre prévoit d'assassiner le prince pendant que leurs forces principales sont parties. C'est alors qu'un garde l'a informé urgemment que des barbares attaquaient la capitale. Il n'avait plus de temps, alors Frasier a dit qu'il devait mettre le prince en sécurité quelque part. Frasier explique maintenant à Eftel que c'est arrivé si soudainement, et que la maison d'Eftel était le seul endroit sur auquel il pouvait penser. Eftel comprend rapidement la situation politique derrière cette dangereuse crise de succession royale, le deuxième fils de l'ancien roi était plus talentueux que le premier, il est donc devenu le roi actuel, pendant ce temps, le fils aîné est devenu le ministre de la couronne. Le deuxième fils n'avait pas d'héritier mâle, alors l'aîné a supposé que son fils hériterait du trône. Malheureusement pour lui, le deuxième fils, qui est le roi actuel, a eu un fils à lui, et cela a tout changé. Le fils du roi serait bien sûr l'héritier du trône, ce qui a contrarié le ministre. Maintenant, la faction du ministre veut mettre fin à la vie du bébé prince afin qu'il puisse être complètement retiré de la succession. Eftel ne peut que se demander comment des barbares ont pu entrer dans la capitale alors que leur défense était déjà renforcée. Frasier admet qu'il croit que le duc est derrière tout cela, si le trône change de main, alors le duc Orko sera celui qui bénéficiera le plus en termes de statut et de pouvoir. Il est difficile de savoir à qui ils peuvent faire confiance, alors Eftel se demande ce qui va se passer maintenant. Frasier dit que, puisqu'ils ne peuvent pas retourner dans la capitale, ils devront traverser la frontière pour mettre le prince en sécurité avec leur armée principale. Frasier se prépare à partir, mais Eftel choque tout le monde lorsqu'il arrive à la porte en tenue complète, il exige qu'il le laisse venir, et sa mère est inquiète. Le bras droit de Frasier, nommé Moria, est content car plus ils sont dead, mieux c'est. Eftel se souvient comment Azul a soutenu les héros contre le roi démon dans sa vie antérieure, à cause de cette dette, il se sent responsable de protéger ce pays des traîtres. Par-dessus tout, il refuse de laisser son père et ses hommes s'en tirer. Après avoir fait tout cela, Eftel part pour ce voyage, et il s'excuse auprès de sa mère de l'inquiéter. Finalement, le groupe traverse la forêt de Nil vers la frontière. Cependant, Eftel remarque que la forêt est étrangement silencieuse, et qu'il n'y a d'animaux nulle part. Juste alors, ils entendent un bruit tonitruant, et Frasier ne sait pas ce qui se passe, tout ce qu'il sait, c'est que rester ici serait insensé, alors il se dépêche vers la sortie de la forêt. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent jusqu'à ce que la lisière de la forêt soit en vue. Malheureusement, une fois qu'ils atteignent la lisière, Frasier doit dire aux autres de s'arrêter. Le groupe est horrifié de voir un piège massif les attendant, c'est la chose la plus terrifiante que Frasier ait jamais vue, car la division de mages personnels du duc Orko bloque le chemin devant eux. Cette armée est massive, et même le duc Orko est ici. Il est clair que nos héros ne peuvent pas avancer, alors Moria se demande s'ils devraient faire demi-tour. Malheureusement, Eftel fait remarquer que le chemin derrière eux est couvert de flammes. Frasier réalise que le bruit qu'ils ont entendu plus tôt était l'ennemi mettant le feu à la forêt, leur objectif était de les faire sortir, alors Moria se demande s'ils pourront vraiment mettre le prince en sécurité. Les choses s'annoncent très mal, car il y a un incendie derrière eux et toute la division de mages devant eux, ils n'ont nulle part où fuir, alors Frasier dit qu'il va essayer de parler à son père. Moria sait que cela ne signifiera que sa mort, mais Frasier dit qu'ils n'ont pas d'autre choix. Frasier sort de la forêt et dit à tout le monde qu'il est désarmé, il veut qu'Orko arrête ce qu'il fait afin qu'il puisse résoudre cela par le dialogue. Yoim se demande ce que son père veut faire, alors le duc dit qu'il va parler à Frasier. Frasier est incroyablement soulagé de voir que son père est ouvert à la discussion, alors il se précipite vers lui, il suppose que son père comprend ce qu'il essaie de dire, et il ne pourrait pas être plus heureux. Orko dit qu'il comprend, mais Frasier découvre rapidement que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Orko place une arme sur la poitrine de Frasier, et il dit que ce qu'il comprend vraiment, c'est que Frasier est sur son chemin. Frasier est horrifié, et son père active l'arme, il crie d'agonie alors que l'attaque le submerge, et Eftel n'arrive pas à croire qu'Orko l'a piégé. Frasier s'effondre,
et Orko rit comme un fou, il déclare qu'il est temps de tout brûler, et ses mages commencent un rituel. Moria n'arrive pas à croire ce qu'il voit, car ce rituel est le sort le plus puissant portant le nom de l'un des légendaires 4 empereurs, c'est un sort de niveau 6 appelé Eftel, et il faut une armée de mages pour l'activer. Moria doit empêcher Eftel de secourir Frazier, car c'est bien trop dangereux. Ce sort est déchaîné, et tout dans la zone environnante est couvert de flammes. Orko ne pourrait pas être plus satisfait, mais notre héros regarde avec terreur alors qu'il ne peut que prononcer le nom de Frazier. Frazier essayait seulement de protéger un bébé, alors Eftel ne comprend pas pourquoi sa vie a dû se terminer ainsi. Une rage qu'Eftel n'a jamais ressentie auparavant grandit en lui, et il déclare que le duc regrettera ce qu'il vient de faire. Moria se demande si Eftel va bien, car il y a quelque chose de différent chez lui, Eftel a une colère terrifiante dans les yeux, et il annonce qu'il va apprendre à l'ennemi ce qu'est la vraie magie. Moria essaie d'empêcher Eftel d'aller au danger, mais il est trop tard. Eftel avance et utilise un sort de niveau 9 appelé Cosetti. Moria n'arrive pas à croire ses yeux quand ce sort gèle toute la forêt en un clin d'œil, même toute l'armée de mages est stupéfaite alors que la glace s'approche rapidement d'eux. Yohim appelle cela un sort d'une puissance insondable, et il ne comprend pas ce qui se passe. Orko regarde le champ de glace gelé, et Eftel continue son approche. Eftel pense qu'à cette époque du monde, une magie aussi puissante a été oubliée, ses ennemis devant lui n'ont probablement jamais entendu parler de quiconque lançant un tel sort. Eftel admet également que la magie de l'eau n'est même pas sa spécialité, c'est pourquoi il est déçu que cette gigantesque armée de mages n'ait pas pu l'arrêter. Il est contrarié car il pensait qu'il aurait appris à ses fils à utiliser la magie et à se battre. Quant à Orko, il ne réalise que maintenant qu'Eftel est venu avec Frazier, alors il dit à ses mages de montrer à l'ennemi la terreur d'une division magique. Les mages utilisent un sort de niveau 5 appelé flèche d'explosion, et ils déchaînent un barrage complet, des flèches de feu couvrent le ciel et s'abattent sur Eftel. Orko ne pourrait pas être plus satisfait alors que des explosions remplissent tout le champ, il célèbre sa victoire, mais ils sont tous rapidement horrifiés lorsqu'ils voient qu'Eftel est toujours debout. Il a une tonne de cercles magiques devant lui, et ils n'arrivent pas à croire qu'ils aient pensé que cette attaque suffirait à l'abattre. Les mages perdent la tête, car ils ne comprennent pas comment Eftel a survécu à l'impact direct. Eftel explique qu'il existe une chose appelée un cercle de défense magique toujours actif. Orko en a assez, alors il dit à sa division magique de frapper Eftel avec leur attaque la plus puissante, il prépare leur attaque de niveau 6 appelée Eftel et utilise son rayon concentré. C'est une attaque de foudre, et elle est utilisée à pleine puissance. Alors que l'attaque s'approche, Eftel dit que c'est insultant que son nom soit utilisé pour quelque chose comme ça, Eftel utilise immédiatement son sort de niveau 7 appelé garde magique extra, et il bloque leur attaque la plus puissante facilement. Les mages sont sans voix, car Eftel a annulé un sort magique légendaire sans grand effort, il l'appelle un monstre, et Eftel dit qu'ils sont vraiment pathétiques. Eftel démontre alors sa vitesse insensée alors qu'il se précipite directement dans l'armée de mages, il les taille en pièces, et il pense à quel point il est content que Frazier ait pris le temps de l'entraîner. Eftel décide alors qu'il s'entraînera à renforcer son épée avec de la magie, il utilise le sort de niveau 2 appelé bombe d'émeute, et son épée est couverte de magie. Un mage essaie de riposter, mais Eftel le réduit en cendres avec une attaque d'épée magique. Les autres mages essaient de courir pour sauver leur vie, mais Eftel leur rappelle de ne jamais tourner le dos à leur ennemi, il détermine qu'il devra leur donner une dernière leçon avant que leur vie ne prenne fin. Eftel utilise un autre sort, et les mages sont terrifiés quand le ciel est couvert de nuages, Eftel contrôle la météo, ce qui signifie qu'il utilise le pouvoir divin de la magie perdue. Eftel les traite tous d'imbéciles, car ce ne sont pas que des nuages, il dit que sa magie n'est pas aussi minable que la leur, qui ne contrôle que l'électricité statique. Eftel déclare que ce qu'il contrôle, c'est la foudre elle-même, il montre ensuite aux mages à quoi ressemble un véritable sort Eftel en utilisant la version de niveau 10. Les mages sont horrifiés de l'entendre dire niveau 10, et l'attaque illumine tout le ciel. L'attaque massive finit par se terminer, et les seuls ennemis restants sont Orko et Yohim, ils sont protégés par la barrière d'Eftel, et ils se demandent s'ils sont maintenant en sécurité. Eftel arrive, et Yohim est furieux, il dit qu'Eftel ne s'en tirera pas comme ça après avoir attaqué les mages du duc, mais Eftel le met simplement endormi. Orko est furieux, mais Eftel le fait taire, il fait remarquer qu'Orko a tenté d'assassiner le prince héritier. Il dit que le conspirateur ne peut pas disparaître commodément avec ses hommes sans recevoir une punition appropriée. Orko essaie de dire à Eftel qu'il sera considéré comme un traître s'il l'attaque, Eftel l'assomme simplement et envoie un dernier message, il déclare qu'il ne fera preuve d'aucune pitié envers le genre de salaud qui tue son propre fils. Après cela, Eftel explique que le coup d'État a échoué, et qu'Orko et Yohim ont ensuite été exécutés publiquement. Un peu plus tard, nous voyons que Frazier a réussi à survivre d'une manière ou d'une autre, il s'avère qu'un collier de famille précieux est ce qui a fini par lui sauver la vie. Eftel reconnaît le collier, appelé la garde d'Oberon, comme un objet de sa vie antérieure, cela signifie que le vieux trésor de l'empereur de la foudre a sauvé Frazier 400 ans plus tard. Eftel est juste content que Frazier aille bien, alors il va lui faire un câlin. Eftel nous explique ensuite que, parce que Frazier a risqué sa vie pour protéger le prince,
La famille a été autorisée à conserver son titre. Aussi, après l'exécution d'Orko, Frasier est devenu le nouveau chef de la maison. Plus tard, Eftel montre enfin à Frasier et Moria davantage de sa véritable force. Il utilise un fléau maléfique de niveau 7 et le combine avec la mauvaise herbe du chaos de niveau 7. Les dégâts sont immenses, et les gars n'arrivent pas à croire qu'Eftel ait utilisé 2 sorts de niveau 7 à la suite. Frasier se demande si c'est là le véritable pouvoir d'Eftel, et Eftel s'excuse de l'avoir caché. Il hésite à expliquer la raison de tant de secrets, mais Moria lui dit qu'il n'a pas besoin d'expliquer. Avec une telle puissance, Moria est sûr qu'Eftel a quelques secrets. Eftel pense à comment ils n'en ont aucune idée, et il n'y a aucun moyen qu'il puisse leur dire qu'il a été réincarné. Quant à son pouvoir massif, le groupe dit que cela restera un secret. Ils conviennent également qu'il serait préférable qu'Eftel n'utilise pas ce pouvoir insensé en présence d'autres personnes, car le monde entier sombrerait dans le chaos si quelqu'un le voyait. Frasier se demande ensuite ce qu'Eftel va faire après tout ce qui s'est passé. Eftel dit simplement qu'il veut toujours aller à l'école de magie et devenir plus fort. Moria est choqué, car Eftel a déjà plus de pouvoir que quiconque n'en aurait besoin. Eftel explique qu'il veut devenir encore plus fort dans un endroit entièrement équipé pour cela. Frasier est impressionné par la détermination de notre héros, et Moria déclare qu'il aidera Eftel à s'entraîner jusqu'à son départ. Il fait remarquer qu'être habile avec une épée est toujours une bonne chose, et Eftel est d'accord. Notre héros pense à comment il fait un autre pas majeur vers la véritable maîtrise de la magie. Un peu plus tard, Eftel fête ses 15 ans et il se prépare à quitter sa maison. Sa mère lui dit qu'il est désormais un adulte, et qu'il peut maintenant choisir sa propre voie. Elle prend soin de lui rappeler qu'il sera toujours le bienvenu à la maison, quand il le voudra. Elle se met à sangloter de façon incontrôlable, et elle se précipite pour étreindre notre héros. Eftel remercie sa mère de l'avoir élevé durant les 15 dernières années. Moria se met également à pleurer, mais il jure qu'il a juste de la poussière dans les yeux. Tout le monde fait un signe d'adieu à notre héros, et Frasier lui dit de ne pas oublier son entraînement à l'épée. Eftel s'incline respectueusement devant eux et les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Il se promet à lui-même que cette fois-ci, il dépassera les limites de son talent. Il refuse de cesser d'avancer jusqu'à ce qu'il atteigne les plus hauts niveaux de la magie. Quelque temps plus tard, Eftel s'arrête dans une maison de thé pendant son voyage vers l'école. À l'intérieur, il remarque un mage arrogant nommé Edwards qui parle avec condescendance à un professeur royal. Le professeur est extrêmement reconnaissant d'avoir Edwards ici parce que c'est un mage célèbre connu sous le nom de Flamme Folle. Cet endroit est perdu dans la campagne, donc il ne voit jamais personne comme lui. Le professeur espère juste qu'Edwards enseignera à ses élèves ce qu'est la vraie magie. Malheureusement, Edwards est un parfait crétin, et il dit au professeur de ne pas lui adresser la parole sans permission. Il espère que le professeur comprend la différence de valeur entre une seule seconde de sa vie et celle de tous les autres. Le professeur s'excuse abondamment, mais Eftel ne peut que penser à quel point Edwards est un crétin égocentrique. Pour rendre son propos encore plus clair, Edwards rappelle au professeur que même s'il n'a que 20 ans, il est devenu un aventurier de rang A. Cela attire l'attention d'Eftel car c'est tout un exploit. Edwards continue d'insulter le professeur en soulignant qu'il a 50 ans et qu'il n'est toujours que de rang C. Il dit que le plus grand talent du professeur est d'enseigner la magie à des gamins au milieu de nulle part. Il le traite d'ordure pour avoir osé lui parler pendant qu'il lisait. Le professeur s'excuse à nouveau car il doit dire quelque chose à Edwards. Il explique que ses élèves ont préparé un banquet pour accueillir Edwards, et ils aimeraient qu'il vienne. Malheureusement, Edwards décline de manière grossière. Il explique qu'aujourd'hui est une soirée spéciale pour lui et la fille démon à ses côtés. Il montre la marque d'esclave qui est sur la fille et dit que c'est aujourd'hui qu'elle va s'apposer définitivement sur son corps. Ces marques fonctionnent de telle sorte que si une intrigue est développée avant que la marque ne soit apposée, cela peut ruiner le sort. Eftel est dégoûté parce qu'Edwards a acheté cette fille pour une seule raison, et maintenant le temps pendant lequel il n'a pas pu développer d'intrigue avec elle est terminé. Eftel est tellement écœuré par cela qu'il en a presque vomi. Il ne peut s'empêcher de penser à comment Merlin aurait fini de la même manière s'il ne l'avait pas recueilli. À ce moment-là, un villageois avertit tout le monde avec urgence qu'un ORC géant est apparu. Eftel se précipite sur les lieux et se demande ce qu'il devrait faire. Tout le monde panique parce qu'aucun aventurier par ici, à la campagne, ne pourrait faire face à une bête aussi puissante. Le professeur dit à tout le monde de se calmer parce qu'Edwards de la Flamme Folle est là. Il explique qu'Edwards est un aventurier de classe A, alors tout le monde dit qu'ils sont sauvés. Edwards lui dit qu'un ORC géant est un monstre de haut rang B. Cependant, pour un aventurier de classe A comme lui, cette pitoyable bête n'est pas à craindre. Tout le monde l'admire, et Eftel pense que même 400 ans dans le futur, les aventuriers de rang A sont encore idolâtrés. Edwards interpelle la bête, et il dit à tout le monde qu'il va leur montrer ce qu'est la vraie magie. Il explique que ce n'est pas quelque chose que l'on voit à la campagne, alors tout le monde s'excite. Edwards commence son incantation et utilise un flamme sacrée de niveau 4. Il frappe la bête et tout le monde célèbre. Edwards déclare que le sort imparable de niveau 4 est sa magie la plus puissante. Il dit que vous n'avez pas l'habitude de voir cela gratuitement, alors tout le monde l'admire encore plus. Malheureusement pour lui,
Eftel réalise qu'il y a un problème après l'avoir entendu dire niveau 4. Juste à ce moment-là, pour une raison quelconque, tous les villageois deviennent terrifiés. Edward se demande ce qui ne va pas, et il se retourne pour constater que l'ORC est totalement indemne. Il est horrifié parce que son sort le plus puissant n'a rien fait. L'ORC s'approche de lui, et il réalise quelque chose de terrifiant, il s'avère que cette bête est le type d'ORC le plus puissant, appelé Berserker. Edwards pense qu'un sort de niveau 4 pourrait battre un ORC géant, mais pas un Berserker. Il sait qu'il n'a aucun moyen de battre cette chose, alors il s'enfuit pour sauver sa vie. Les villageois se demandent ce qu'il fait, mais il passe simplement à côté d'eux en courant. Il commence un autre sort, et tout le monde est soulagé de voir qu'il se bat encore. Malheureusement pour eux, cela n'a rien à voir. Edwards crée en réalité une barrière pour se séparer de l'ORC, mais il piège tous les villageois à l'intérieur. Ils ne peuvent pas sortir et se demandent ce que fait Edwards. Le maléfique Edwards explique qu'il les utilise comme appât parce que quelqu'un d'aussi précieux que lui ne peut pas perdre la vie ici. Tous les villageois le supplient de les libérer, mais Edwards leur dit de servir de leur pour qu'ils puissent s'échapper. Les villageois crient parce qu'ils ne veulent pas que leur vie se termine alors que l'ORC s'approche d'eux. Ils commencent à perdre espoir, mais Eftel utilise un sort de niveau 6. Il s'appelle Serif Dispel, et il détruit la barrière. Les villageois courent vers la sécurité, et Edwards ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il voit Eftel, et il n'arrive pas à croire que ce type a fait tomber sa barrière. Le professeur fait même remarquer qu'il a utilisé la magie sans incantation. Eftel réalise qu'il est peut-être allé trop loin car il ne veut pas se faire remarquer. Il ne peut pas non plus ignorer cela, alors il se demande ce qu'il devrait faire. Alors que la bête s'approche de lui, Eftel a une idée, il va utiliser un sort de niveau 3 pour le camouflage, puis enchaînera avec un sort de niveau 9. Ainsi, tout le monde pensera qu'il a simplement utilisé le sort de niveau 3. C'est le plan parfait, et il est sûr que personne ne remarquera. La bête est pressée de se battre, alors Eftel utilise son attaque de feu de niveau 3. Les villageois n'en croient pas leurs yeux car un si jeune garçon est déjà capable d'utiliser la magie de niveau 3. Eftel voit que tout le monde est concentré sur le sort de niveau 3, il peut donc maintenant enchaîner avec le sort de niveau 9. Notre héros est cependant stupéfait lorsque le sort de niveau 3 suffit à vaincre la bête. La vie de l'ORC prend fin, et tout le monde est émerveillé. Edwards est sidéré car il ne comprend pas pourquoi son sort de niveau 4 n'a pas fonctionné, mais celui de niveau 3 d'Eftel, lui, a marché. Le professeur explique que contrairement au sort d'Edwards, Eftel a forgé et raffiné sa magie correctement. C'est la technique d'Eftel qui a donné à son sort la puissance d'un niveau 5. L'esprit du professeur est époustouflé car il devrait être impossible pour quelqu'un d'aussi jeune de faire quoi que ce soit de tel. Eftel lui-même ne s'en était pas rendu compte car ce n'était pas si important dans sa vie antérieure. Forger et raffiner la magie était juste la chose la plus basique que tout mage pouvait faire. Eftel est déçu car Edwards est de rang A, mais il ne s'est même pas donné la peine de maîtriser les bases. En y regardant maintenant, Eftel pense qu'un sort de niveau 1 aurait pu faire l'affaire. Il remarque que tout le monde l'admire maintenant, et il réalise qu'il s'est définitivement fait plus remarquer qu'il ne le voulait. Eftel essaie de dire qu'il a juste eu de la chance, mais les villageois sont distraits. Ils disent que l'ORC sent bon, et Eftel n'arrive pas à croire que c'est comestible. Il s'éclipse discrètement et suppose que les villageois regardent le sort comme s'il s'agissait d'un simple sort de niveau 3. Il s'échappe, mais il surprend Edwards quand il l'interpelle. Il dit à ce crétin qu'il devrait montrer plus de respect envers ses aînés. Eftel souligne que le professeur connaît l'art de la magie bien mieux qu'Edwards. Le professeur est extrêmement reconnaissant, et Eftel dit qu'il a encore une chose à ajouter. Il fait remarquer que ce qu'Edwards vient de faire avec sa barrière est une tentative de meurtre. Grâce à lui, ce n'était qu'une tentative, mais c'est quand même un crime grave. Eftel déclare que les criminels n'ont pas le droit de posséder des gens, donc Edwards devrait libérer la fille et se rendre. La fille est stupéfaite, et Edwards ne peut qu'accepter de faire ce qu'il dit. Notre héros s'en va, et la fille l'admire. Alors qu'Eftel continue son voyage, il remarque que la fille le suit. Il se demande combien de temps elle compte faire ça, mais elle est trop nerveuse pour répondre. Elle peut à peine parler, mais elle révèle qu'elle voulait lui demander de l'aide. Elle dit qu'elle veut qu'Eftel soit son maître, et Eftel ne sait même pas comment répondre. La fille explique qu'à ce rythme, elle sera arrêtée comme une fugitive en cavale. Eftel sait qu'elle a raison car la marque ne peut pas être enlevée facilement même si elle n'a pas de maître. De plus, un serviteur lié dont le lien avec son maître a été rompu est libre d'être pris par n'importe qui. Si un bizarre la force à conclure un contrat, on ne sait pas ce qui lui arrivera. La fille souligne qu'Eftel a l'air d'une personne gentille, et qu'il est définitivement 1 million de fois mieux qu'Edwards. Eftel ne peut pas le nier, mais il se demande comment un démon comme elle a fini dans cette situation en premier lieu. Elle explique que les humains ont forcé son clan à la servitude depuis qu'ils les ont vaincus dans une guerre il y a longtemps. Eftel pense que tout cela est très cruel, mais c'est ainsi que ce monde fonctionne. La fille explique ensuite que ça n'en a peut-être pas l'air, mais qu'elle est une descendante de la royauté démoniaque. Elle est aussi une parente éloignée de la directrice d'une célèbre académie de magie. Elle révèle que le nom de sa parente est Merlin, et notre héros est stupéfait.
La fille continue son explication, mais Eftel n'arrive pas à passer outre le nom de Merlin. Il se demande si elle parle vraiment de Merlin qui était l'apprenti d'Eftel, l'un des 4 empereurs. La fille confirme que cet Merlin a été élevé par le légendaire sage. Elle explique que Merlin est le plus puissant mage démon, et Eftel est hors de lui. Il se souvient de la jeune Merlin qu'il a élevée depuis qu'elle était bébé. Il est incroyablement fier car 400 ans plus tard, Merlin a réussi et elle est devenue la directrice d'une académie de magie. Cela lui fait vraiment réaliser que 400 années entières se sont écoulées. La fille l'entend, mais Eftel pense juste à quel point les démons vivent vraiment longtemps. Notre héros déclare alors que cette nouvelle scelle tout. Il accepte la demande de la fille, et elle le remercie abondamment. Il demande le nom de la fille, alors elle se présente sous le nom d'Anastasia. Finalement, ils arrivent dans une ville, et Anastasia se demande ce qu'ils font ici. Eftel explique qu'ils sont là pour l'examen d'entrée de l'académie de magie qui aura lieu demain. Anastasia n'arrive pas à croire qu'il va y aller en tant qu'étudiant car il est déjà si fort. Ils vont manger quelque part, mais Anastasia craint que cet endroit soit trop cher. Eftel lui dit de ne pas s'inquiéter des prix car il dit qu'il faut bien manger la veille d'un grand événement. Ils entrent dans l'établissement chic, mais tout le monde à l'intérieur jette un regard noir à Anastasia. Ils se demandent même ce qu'un petit garçon fait dans un restaurant de luxe. Eftel dit à Anastasia de manger autant qu'elle veut, mais il est stupéfait de la voir assise par terre. Il se demande ce qu'elle fait, mais elle fait juste remarquer que c'est là qu'elle s'assoit. Eftel lui dit de s'asseoir sur la chaise, et elle n'arrive pas à croire que quelqu'un comme elle puisse s'asseoir à table. Elle explique que les servantes liées sont censées s'agenouiller à côté de leur maître. Eftel déclare qu'ils se moquent de ce qu'elles sont censées faire, mais elle ne croit pas qu'elle en soit digne. Eftel se demande à quel point elle est habituée à être ainsi, alors il lui dit simplement que c'est un ordre. Anastasia s'assoit et elle n'arrive pas à croire à quel point c'est confortable. Juste à ce moment, le serveur les interrompt et explique que ce restaurant interdit aux personnes comme Anastasia d'utiliser les chaises. De plus, c'est un restaurant de luxe qui sert strictement les classes supérieures. Ce n'est pas un endroit pour les classes inférieures, alors il demande si Eftel a l'argent pour payer le repas. Anastasia pense qu'il devrait aller ailleurs, mais Eftel lui dit de ne pas s'inquiéter. Notre héros sort quelques objets brillants et demande si cela suffit. Le serveur perd complètement la raison car ces choses s'appellent des larmes de dragon. Une seule de cette taille vaut plus de 500 pièces d'or. Eftel révèle qu'il en a beaucoup d'autres au cas où, et le serveur perd encore plus la raison. Il réalise son erreur et s'excuse auprès d'Eftel. Eftel lui dit qu'il peut garder la monnaie tant qu'il lui apporte la meilleure nourriture. Le serveur oublie tout ce qu'il a dit avant et dit juste au personnel d'emmener l'invité d'honneur dans la salle VIP. Eftel pense que c'est sa mère qui lui a donné tout cet argent pour son voyage. Bien sûr, c'est l'argent de son père, donc Eftel ne voit pas d'inconvénient à l'utiliser. Nos héros se voient servir un énorme festin, mais Eftel se demande ce qui tracasse Anastasia. Elle explique qu'on ne l'a jamais traitée comme ça avant, et elle se demande si quelqu'un comme elle peut vraiment manger ainsi. Eftel fait remarquer qu'ils vont passer du temps ensemble, donc elle devrait considérer cela comme sa façon de dire qu'il est heureux de l'avoir près de lui. Anastasia est stupéfaite car elle n'a jamais entendu cela auparavant. Eftel dit ensuite qu'il est sûr qu'elle a beaucoup souffert, alors il veut qu'elle se souvienne d'une chose, s'il la maltraite accidentellement, il veut qu'elle sache qu'il est normal qu'elle se mette en colère. Anastasia n'arrive même pas à comprendre cela, alors elle réalise quelque chose, elle n'a eu aucun droit pendant si longtemps qu'elle a probablement oublié ce que signifie même être en colère. Il explique simplement que quand quelque chose la contrarie, il est normal de le dire. Anastasia n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, mais elle accepte de le faire. Pendant qu'ils dégustent leur repas, Eftel dit qu'il devrait s'entraîner. Il dit à Anastasia de se fâcher contre lui, et elle fait de son mieux pour essayer. Le lendemain, ils arrivent à l'académie de magie de Krone. Eftel se prépare à s'inscrire, mais d'abord, Anastasia le remercie de lui avoir acheté des vêtements neufs. Alors qu'ils avancent, Anastasia remarque qu'il y a beaucoup de monde ici. Eftel dit que c'est prévisible car les académies de magie sont très difficiles d'accès. C'est parce que si vous en êtes diplômé, vous n'aurez jamais de mal à trouver un emploi. Il dit que tout le monde est autorisé à passer l'examen, donc il pense qu'Anastasia devrait le tenter. Si tout se passe bien, elle pourrait peut-être obtenir un travail plus tard. Anastasia se demande si elle peut vraiment le faire, et Eftel l'assure que tout ira bien. Il pense qu'elle a beaucoup plus de talent magique que la plupart des humains. Il peut voir son potentiel de ses propres yeux, et aussi elle est une parente de Merlin. Nos héros se rendent ensuite dans une autre zone avec beaucoup d'autres candidats. Un homme annonce qu'ils vont maintenant commencer la première étape de l'examen. Il révèle qu'il s'agira d'un battle royal, et notre héros s'y réjouit. L'examinateur s'appelle Front, et il annonce qu'ils vont maintenant commencer le premier tour des examens avec le battle royal. Les participants se battront jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 5 debout. Ils peuvent utiliser la magie, des armes ou n'importe quelle méthode de leur choix pour éliminer les adversaires hors du terrain. Front dit à tout le monde d'entrer dans un cercle, et il pense à quel point il aime ce travail. Il est un aventurier de rang B, et regarder un groupe de gens se battre est le travail le plus facile qui soit. Cela fait des années qu'il fait ça, cependant,
et il n'a jamais vu personne d'impressionnant. Il remarque que 2 participants ont été encerclés dès le départ, et nous voyons qu'il s'agit d'Eftel et d'Anastasia. Front s'y attendait car c'est un mouvement courant dans le Battle Royale que d'éliminer d'abord les plus faibles. Front est cependant stupéfait lorsqu'un participant est projeté à des kilomètres dans les airs. Des corps volent dans toutes les directions alors que 9 personnes sont instantanément disqualifiées, et Front ne peut que se demander ce qui se passe. Il réalise qu'Eftel a renforcé ses jambes et a donné un coup de pied à un tas de gens. Il est désormais évident pour lui qu'Eftel peut utiliser un certain degré d'amélioration des capacités physiques. Cependant, il pense que cela ne sera quand même pas facile. Un autre aspect du Battle Royale est que tout le monde s'allie pour battre les plus forts. C'est exactement ce qui arrive à Eftel lorsqu'un groupe l'attaque tous en même temps. Anastasia utilise le sort de vent de niveau 3 et vient à sa défense. Front est stupéfait car 16 personnes ont été éliminées en un clin d'œil. 16 autres prennent leur place, et le Battle Royale continue. Tout le monde se demande ce qui se passe car ce sort qu'Anastasia vient d'utiliser n'est pas un sort qu'un étudiant candidat devrait être capable de lancer. Anastasia panique et se demande si elle n'est pas allée trop loin. Eftel dit que ça va et, comme il le pensait, elle a vraiment du talent. Cependant, il se demande si elle ne peut pas lancer de sort sans incantation. Front rit de bon cœur en déterminant que notre héros ne connaît même pas les bases de la magie. Anastasia dit à Eftel que tout le monde a besoin d'une incantation pour lancer un sort. Eftel dit que ce n'est pas vrai et lui dit que c'est une perte de temps. Les incantations rendent impossible le lancement de plusieurs sorts en même temps, et il fait une démonstration sans incantation. Front perd la raison car Eftel vient d'utiliser 4 sorts de niveau 4 simultanés. Les autres participants sont tout aussi choqués, mais il est trop tard pour eux. Eftel active les sorts, et cela envoie tout le monde voler hors du cercle. Anastasia et Front sont tous deux stupéfaits car Eftel vient d'éliminer tout le monde. Plus de 580 participants ont été disqualifiés par Eftel, alors Front ne peut que dire à nos héros qu'ils ont réussi le premier test. Le test suivant est un examen écrit, et nous voyons que nos héros travaillent dur. Eftel pense à la façon dont il a maîtrisé l'étude de la magie dans sa vie antérieure, donc les questions sont faciles. Cependant, il ne peut s'empêcher de remarquer qu'il y en a énormément. Quand c'est fini, Anastasia demande comment Eftel s'en est sorti. Il admet qu'il y avait énormément de problèmes, mais qu'il a réussi à tous les terminer avant la fin du temps imparti. Anastasia est choquée d'apprendre qu'il a répondu à chaque question, mais Eftel pensait qu'il fallait toutes les répondre pour réussir. Anastasia révèle qu'ils étaient seulement censés répondre aux questions relatives à leur meilleur domaine. Eftel n'en avait aucune idée, alors tous les professeurs sont stupéfaits lorsque son score s'avère être de 958. Les professeurs tiennent une réunion car ils n'ont même jamais entendu parler d'un score approchant celui-ci. Cela ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'académie, et le directeur se demande même qui est ce gamin. Un professeur explique qu'Eftel est le candidat numéro 588. Chose étrange, il porte le même nom que le célèbre empereur de la foudre. Le directeur dit qu'Eftel a des parents plutôt audacieux pour lui donner le même nom que l'un des 4 empereurs légendaires. C'est pratiquement un blasphème, mais ils ne peuvent nier qu'ils ont désormais un étudiant incroyable parmi eux. Le directeur est convaincu qu'Eftel doit tricher, mais Front arrive pour les informer de ce qui s'est passé pendant le premier test. Les professeurs sont encore plus stupéfaits d'apprendre qu'Eftel a utilisé des activations parallèles sur un sort de niveau 4. Ils font remarquer que la plupart des gens ne peuvent même pas utiliser un seul sort de niveau 4 avant les études supérieures. Quant à l'utilisation de l'activation parallèle, il n'y a même pas un seul membre de leur corps enseignant qui pourrait le faire. Front fait remarquer que, compte tenu des compétences d'Eftel, son score au deuxième examen a probablement été obtenu honnêtement. Le directeur commence à trembler en se demandant si Eftel est véritablement le second avènement de l'empereur de la foudre. Ensuite, tous les étudiants se rassemblent pour voir s'ils ont réussi et où ils ont été placés. Anastasia célèbre car elle a été admise dans la classe spéciale, et elle serre Eftel dans ses bras. Elle est gênée lorsqu'elle remarque que tout le monde les regarde, et notre héros la félicite simplement. Il fait remarquer qu'elle pourra désormais mener la vie d'une étudiante ordinaire. Anastasia le remercie, donc il est temps pour Eftel de trouver son propre numéro sur le tableau. Il cherche le 558, mais il est choqué de voir qu'il manque. Son numéro n'est pas sur la liste, mais Anastasia dit que cela n'a aucun sens. Eftel est le plus talentueux qu'elle ait jamais vu, donc il est impossible qu'il ait échoué au test. Eftel pense la même chose car il est sûr que le test s'est bien passé. Il commence même à se demander s'ils ont fait passer un test d'aptitude magique à un moment donné et s'il a échoué à cause de cela. Anastasia refuse d'accepter cela, alors elle va se plaindre. Eftel essaie de l'arrêter, mais elle ne l'écoute pas. Au lieu de cela, elle est arrêtée par autre chose. Il y a une plaque toute seule, et elle indique « étudiant d'élite spéciale ». Il n'y a qu'un seul numéro dessus, et c'est celui d'Eftel. Ils l'ont distingué spécifiquement, et Eftel n'en revient pas non plus. Il est content d'avoir réussi, mais il ne peut que se demander ce que signifie être un représentant étudiant d'élite spéciale. Plus tard, Anastasia parvient à découvrir ce que cela signifie. C'est vraiment extraordinaire car un étudiant représentant d'élite spéciale bénéficie de la gratuité des frais de scolarité, de la gratuité du logement,
de la gratuité des repas et d'une bourse spéciale en plus de tout cela. Malheureusement, cela s'accompagne également d'activités de relations publiques qu'il doit effectuer au nom de l'école. Il s'agit par exemple de participer à des événements avec d'autres écoles. C'est quand même assez extraordinaire, mais Eftel ne peut s'empêcher de se sentir plus comme une mascotte d'école que comme un étudiant. C'est en fait exactement le contraire de ce qu'il voulait. Tout ce qu'Eftel voulait, c'était utiliser une bibliothèque scolaire et ses autres installations sans attirer l'attention. Il espérait aussi trouver une sorte de percée concernant l'aptitude magique. C'était sa vie scolaire idéale, mais il ne semble pas qu'il l'obtiendra. Maintenant qu'il a été choisi comme représentant de l'école, il ne pense pas pouvoir refuser. Juste à ce moment, Eftel aperçoit Merlin, et il est absolument choqué alors qu'il court se cacher. Elle a tellement grandi, mais il n'y a aucun doute que c'est elle. Eftel est inquiet car, bien qu'il soit jeune actuellement, il ressemble toujours à ce qu'il était dans sa vie antérieure. Merlin le connaît assez bien de cette ancienne vie, donc elle pourra le reconnaître immédiatement. Eftel sait qu'il ne peut pas la rencontrer ici car les choses vont vraiment mal tourner si les gens découvrent qu'il est Eftel réincarné. Il dit simplement à Anastasia qu'il devrait se dépêcher et visiter le reste de l'école, alors ils partent. Juste à ce moment, Merlin a le sentiment qu'Eftel est à proximité, mais il n'y a personne autour. Elle se rappelle qu'il est impossible qu'il soit ici, mais elle aperçoit notre héros. Elle essaie de l'arrêter, mais Eftel l'ignore. Merlin ne peut que se demander qui est ce garçon, et elle finit par le confronter. Merlin a quelques questions pour lui, et Eftel se demande ce qu'il devrait faire. Merlin va droit au but et demande à Eftel s'il est apparenté à l'empereur de la foudre. Eftel s'attendait à ce qu'elle dise quelque chose, mais il ne veut pas que les choses dégénèrent. Si c'est le cas, l'école pourrait refuser de l'admettre, alors il ne dit rien à Merlin. Il fait semblant de ne pas savoir de quoi elle parle et part manger avec Anastasia. Au déjeuner, Anastasia révèle qu'elle n'a même pas reconnu Merlin, qui est sa parente. Elle est gênée d'avouer qu'elle ne l'a jamais rencontré auparavant. Cependant, elle sait que Merlin est une fille du roi démon. Ses proches lui ont dit que le chef de leur clan il y a 10 générations était un roi démon. 10 générations, c'est très long, donc Eftel réalise qu'Anastasia est à peine apparentée à Merlin. Cela explique pourquoi elle ne se ressemble pas beaucoup. Pourtant, Eftel ne comprend pas pourquoi Merlin est ici. Elle est censée diriger l'académie de magie d'Altena, et c'est assez loin. Plus tard, tous les nouveaux étudiants sont accueillis à l'académie de magie de Krone. Le directeur espère qu'ils interagiront tous ensemble afin de pouvoir suivre la voie de la magie ensemble. Il annonce ensuite qu'ils ont invité quelqu'un d'une espèce totalement différente, il s'agit de Merlin, la directrice de l'académie de magie d'Altena. Tout le monde est émerveillé et réalise qu'elle est simplement là en tant qu'invitée. Merlin se présente comme une compagne de voyage sur la voie de la magie. Elle commence son discours en souhaitant la bienvenue aux étudiants, donc Eftel est soulagée. Il craignait qu'elle ne finisse par être professeure ici, mais ce n'est pas le cas. Juste à ce moment, le nom d'Eftel est appelé pour faire un discours puisqu'il est un représentant étudiant d'élite spéciale. Merlin est stupéfaite d'entendre son nom, et alors qu'Eftel se tient devant tout le monde, il réalise à quel point les choses vont mal tourner car Merlin sera désormais vraiment suspicieuse à son sujet après avoir entendu son nom. Même les étudiants chuchotent à son sujet puisqu'il est l'étudiant spécial qui a obtenu le score le plus élevé jamais enregistré à l'examen écrit. Il parle de la façon dont il a éliminé tout le monde lors du premier test, et Eftel espère juste que Merlin n'entend pas. Notre héros est terrifié, cependant, tandis que Merlin le fusille du regard. Ensuite, Eftel est entouré de filles désireuses d'en savoir plus sur lui. Merlin les interrompt en présentant des papiers à notre héros, et toutes les filles s'enfuient terrifiées. Merlin révèle qu'elle a beaucoup appris sur lui, et il confirme que son nom est Eftel. Eftel ne peut s'empêcher de remarquer que Merlin est bien plus effrayante maintenant. Merlin va droit au but en lui demandant s'il est familier avec le concept de réincarnation. Eftel est très nerveux maintenant car il se souvient que Merlin a toujours été très intelligente. Il fait semblant de ne pas savoir ce qu'est la réincarnation, mais Merlin continue. Elle a vu ses résultats d'examen, et il avait un score comme s'il était l'un des 4 empereurs qui avaient décidé de rejoindre l'école pour s'amuser. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la plupart du personnel pouvait dire que ses réponses étaient justes, mais ils ne comprenaient pas le processus qu'il avait utilisé pour les résoudre. Elle dit que la raison en est que les réponses d'Eftel sont basées sur des théories magiques vieilles de 400 ans. Elle exige une explication, mais Eftel n'avait même pas réalisé cela. Les problèmes étaient si simples pour lui qu'il n'avait même pas pensé au décalage temporel. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, Merlin dit qu'il ressemble beaucoup à quelqu'un qui lui est très cher. Elle s'excuse auprès de notre héros car elle s'emporte quand elle parle de son ancien professeur. Elle admet que la réincarnation est peut-être trop loin, mais elle est sûre qu'Eftel doit avoir une relation particulière avec le légendaire empereur de la foudre. Eftel la fuit plutôt, donc quelle que soit cette relation, cela signifie qu'il ne voulait pas lui parler. Elle dit qu'elle croit qu'Eftel cache quelque chose qu'il ne veut pas qu'elle sache. Au fond de lui, Eftel aimerait vraiment lui dire la vérité car cela rendrait les choses beaucoup plus faciles. Malheureusement, il ne peut pas faire ça, alors il garde sa bouche fermée.
Les autres étudiants ne peuvent s'empêcher de raconter des potins en se demandant si Merlin connaît Eftel. Eftel déteste toute cette attention car tout ce qu'il veut faire, c'est étudier la magie. Il a une idée, alors il dit à Merlin qu'Eftel avait en fait une amante secrète. Merlin est stupéfaite, et Eftel pense qu'il va simplement lui donner cette histoire qu'elle veut entendre. Il explique que l'empereur de la foudre était secrètement amoureux d'une femme. L'enfant qu'ils ont eu ensemble a été tenu secret du monde. Son aptitude magique était incroyable, et l'empereur de la foudre lui a secrètement enseigné tout ce qu'il savait. Le garçon a été gardé dans un village secret loin des regards indiscrets. Il a ensuite passé sa vie dans cet endroit isolé à pratiquer la magie seul. Merlin refuse de croire cela car Eftel ne lui a jamais dit. Eftel prouve qu'il sait tout sur l'empereur de la foudre en disant qu'Eftel est décédé dans le désespoir après avoir appris qu'il n'avait aucune aptitude magique. Merlin est pris au dépourvu car cela a été gardé secret du public puisque cela nuirait à l'image des 4 empereurs. Elle fait remarquer que d'autres peuvent les entendre, donc il ne devrait pas dire ses secrets en public. Cependant, cela lui prouve qu'Eftel est bien celui qu'il prétend être. Eftel déclare qu'il est en fait Eftel le 13e. Au fond de lui, il s'excuse auprès d'elle car il n'a pas d'autre choix que de mentir. Merlin accepte finalement son histoire, mais elle se sent mal de ne pas avoir été mise au courant d'une chose aussi importante. Cependant, elle est ravie de voir lequel d'entre eux est le véritable héritier. Elle fait remarquer que le clan d'Eftel n'est pas le seul à suivre la voie tracée par Eftel. Ils ne sont pas les seuls à s'efforcer de devenir les plus forts, et ils ne sont pas les seuls à avoir continué à pratiquer leur magie. Eftel réalise qu'elle a raison car elle s'est entraînée pendant 400 années entières. Elle évoque ensuite le fait que le représentant spécial participera au combat d'entraînement de cet après-midi. Elle se demande si, lors de l'un de ces combats, Eftel aimerait comparer sa magie à la sienne. Eftel est stupéfait car, s'il le fait, il se démarquera à coup sûr. Il sait qu'il peut simplement refuser, mais il est animé par un sentiment bien plus fort. Il est impatient de se tester lui-même et Merlin en même temps, alors notre héros accepte son défi. Il a hâte de voir ce que Merlin a fait durant ces 400 dernières années. Alors que le combat simulé d'Eftel contre Merlin approche, toute l'académie en parle. Eftel est un représentant spécial, mais ils savent qu'il ne peut toujours pas battre Merlin. Nous avons appris que cet événement a été créé pour que les étudiants puissent combattre les professeurs afin de rendre claire la différence de pouvoir entre eux. Eftel dit qu'il a accepté l'offre de Merlin parce qu'il voulait désespérément voir ce que ses étudiants avaient fait au cours des 400 dernières années. Le combat simulé est sur le point de commencer, et toute la foule a hâte de voir quel genre de magie Merlin va utiliser. Eftel dit qu'il aimerait commencer par un test de leurs compétences, alors Merlin lui dit de lui montrer ce qu'il a. Notre héros commence par une attaque de feu, et Merlin est immédiatement stupéfaite. Eftel vient d'utiliser une explosion de flammes de niveau 6 sans incantation, et cela fait d'énormes dégâts. Toute la foule regarde avec étonnement, et Merlin réalise qu'elle le sous-estimait. Elle souffle les flammes, et c'est maintenant au tour d'Eftel d'être impressionné. Merlin a bloqué son attaque instantanément avec un sort de mur parfait de niveau 7. Merlin complimente notre héros pour avoir utilisé un sort de niveau 6 à un si jeune âge. Elle détermine qu'elle pourrait bien devoir croire l'histoire d'Eftel après tout. Cela ferait d'Eftel le 13e de son clan, mais Merlin lui rappelle qu'elle était l'étudiante préférée de l'Eftel originale. Elle utilise une explosion de flammes de niveau 6, alors Eftel la bloque avec le sort qu'elle vient d'utiliser. C'est le mur parfait de niveau 7, et Merlin se demande ce qu'il pense de son attaque. Eftel est très fier alors qu'il pense à comment il n'a pas vu un sort de niveau 6 d'une telle compétence depuis sa réincarnation. Merlin n'aime pas la façon dont il sourit pendant le combat, alors elle s'envole dans les airs. Eftel est pris au dépourvu car elle prépare déjà sa prochaine attaque. C'est une autre explosion de flammes, et elle enveloppe notre héros de flammes. La foule est stupéfaite, et Merlin dit que normalement, il faut du temps pour reconstruire un sort puissant. Cependant, si vous apprenez vraiment les voies de son maître, l'empereur de la foudre, vous pouvez utiliser de la magie de haut niveau plusieurs fois sans incantation. Juste à ce moment-là, Merlin est stupéfaite lorsqu'Eftel dit qu'il sait déjà. Il révèle qu'il a aussi un sort prêt, et il utilise son givre maléfique de niveau 7. Merlin reste sans voix parce qu'Eftel a préparé un sort de glace sachant qu'elle utiliserait un sort de feu. Eftel enchaîne avec son titan givrant de niveau 7. Il pense à comment les capacités d'incantation et de lancement en chaîne sans incantation que Merlin utilise sont des choses qu'il a créées pour pouvoir être à la hauteur des autres empereurs. Après qu'il lance l'attaque, Merlin n'arrive pas à croire qu'il l'ait créée si rapidement après avoir utilisé givre maléfique. Eftel est impatient de voir combien de temps elle pourra tenir le coup, et elle parvient tout juste à bloquer l'attaque. Eftel la crédite pour sa rapidité, mais il dit qu'il est temps d'aller plus vite. Il déchaîne une volée d'attaques de glace, et Merlin le traite de morveux pour enchaîner des sorts de niveau 7. Elle se défend bien, alors Eftel tente une attaque plus grosse. Merlin réalise que la magie de ce sort est plus raffinée que les autres, alors elle se demande si Eftel la teste. Elle refuse d'être sous-estimée, alors elle essaie de bloquer cela aussi. Ce n'est pas facile, et elle pense à comment son sort de niveau 7 est tout aussi puissant. L'attaque commence à briser son bouclier, et elle n'arrive pas à croire que cela la repousse.
Eftel fait remarquer que son incantation était imparfaite. Il explique que si la pureté magique est la même, alors elle ne pourra pas bloquer son attaque de glace. Elle lui dit de se taire, mais ensuite elle réalise quelque chose. La façon dont il souligne ses défauts, même en plein combat, n'est pas une insulte. C'est plutôt comme s'il essayait de corriger ses erreurs, exactement de la même manière qu'Eftel le faisait. Merlin refuse d'abandonner, alors elle utilise le multi-lancement pour créer 2 murs parfaits de niveau 7 en même temps. Eftel est impressionné car lancer 2 sorts de niveau 7 en multi-lancement n'est pas une tâche facile. Le multi-lancement signifie concentrer son esprit sur la construction de mana, mais Eftel a un avertissement. Il dit que son ancêtre aurait dû lui apprendre à ne pas quitter des yeux son ennemi quand elle le fait. Il va attaquer, mais Merlin dit qu'il le lui a appris. Elle utilise un sort de téléportation de niveau 8 et contrecarre l'attaque de notre héros. Eftel est complètement englouti par les flammes, et toute la foule devient silencieuse. Ils craignent que la vie d'Eftel vienne de se terminer, mais Merlin sait mieux. Elle réalise que même avec l'incroyable sort qu'elle vient d'utiliser, elle ne peut pas battre Eftel. Il se tient derrière elle, et il explique qu'il a prédit son mouvement. Il savait qu'elle l'attaquerait par derrière, alors il a préparé un sort de téléportation aussi. Merlin rit parce qu'Eftel utilise les mêmes sorts que son professeur utilisait. Perdre contre quelqu'un avec ces mêmes techniques et le même nom est trop drôle pour elle. Eftel ressemble tellement à son ancien professeur que cela la rend nostalgique, et elle ne peut s'empêcher de sourire. Merlin voit le combat se terminer bientôt, alors elle propose une proposition. Elle utilisera son sort secret le plus puissant pour mettre fin à ce combat, mais si Eftel peut le supporter, alors elle admettra sa défaite. Eftel est d'abord stupéfait, mais il est content de voir qu'elle n'abandonne pas. Il accepte les conditions, alors Merlin utilise son marteau de Thor de niveau 8. Eftel est surpris car le marteau de Thor n'est pas si impressionnant. Merlin peut dire qu'il sous-estime le sort, alors elle commence l'attaque. Eftel admet que la magie est raffinée, mais ce n'est toujours qu'un marteau de Thor normal. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'il a de si spécial, mais ensuite il réalise qu'elle utilise le multi-lancement sur chaque main. Il parvient tout juste à esquiver une autre frappe, et il détermine que le multi-lancement est son sort secret. Eftel est sûr qu'il peut aussi se défendre contre cela, mais il est stupéfait lorsqu'elle utilise le multi-lancement sur sa jambe aussi. C'est un triple multi-lancement, et Eftel doit faire tout son possible pour éviter ses attaques. Juste à ce moment, il voit qu'elle utilise maintenant le multi-lancement sur son autre jambe aussi. Cela signifie qu'elle lance en quadrilancement un sort de niveau 8, et il ne pourrait pas être plus fier. C'est du jamais vu, et il n'arrive pas à croire que c'est la technique secrète de Merlin. Alors qu'elle s'élève dans le ciel, Eftel ne peut s'empêcher de prendre du plaisir. Merlin est vraiment incroyable, et elle crie en rassemblant toute sa puissance. Eftel pense que même dans ses anciennes vies, il n'a jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Il déclare que c'est pour cela que Merlin est son étudiante préférée, et il pense à leur passé. Il est désormais très évident pour lui que Merlin a travaillé dur pendant ces 400 dernières années. Il détermine qu'il devra affronter ces 400 ans de toute sa force. Il devra utiliser son sort Eftel de niveau 10 en tant qu'empereur de la foudre. Merlin libère toute la puissance de son attaque, et Eftel pense à quel point c'est merveilleux de voir son élève grandir. Il contrecarre son attaque en utilisant son sort Eftel de niveau 10 en même temps. La lumière de sa puissance est aveuglante et elle recouvre tout le stade. Merlin est incrédule parce que cet incroyable éclair de foudre est assez puissant pour absorber son marteau de Thor. Elle a du mal à comprendre ce qui se passe car la seule explication à cela devrait être impossible. Cependant, en regardant Eftel, elle commence à croire que cela pourrait être vrai. La seule personne qui pourrait faire quelque chose comme ça est son professeur. Alors que l'attaque continue de s'intensifier, Eftel surprend tout le monde en annulant son sort. Tout le monde reste bouche bée, n'arrivant pas à croire ce qu'ils viennent de voir. C'était l'attaque la plus incroyable qu'ils aient jamais vue, et aucun mot ne pourrait même la décrire. Merlin atterrit au sol et essaie de comprendre ce qui se passe. Eftel vient d'annuler son sort et a renvoyé la foudre dans l'atmosphère. Elle réalise qu'il n'y a aucune chance qu'il soit juste un enfant secret de l'empereur de la foudre. Son incroyable compétence et sa capacité à prédire ce que son ennemi va faire ne peuvent signifier qu'une chose. Comme si cela ne suffisait pas comme preuve, il n'y a qu'une seule personne qui puisse utiliser un sort Eftel de niveau 10. Merlin est plus sûr que jamais que notre héros est son professeur réincarné. Merlin dit carrément à Eftel, alors il ne peut pas le nier. Il a supposé qu'elle aurait compris, surtout après ce qu'ils viennent de traverser. Il dit que le sort secret de Merlin l'a vraiment choqué, alors il a oublié de garder son secret. Il lui tapote la tête et la félicite d'avoir travaillé dur pendant les 400 dernières années. Il est impressionné, et Merlin ne peut s'empêcher de devenir émotive. Eftel est vivant, alors Merlin dit que pouvoir entendre ses paroles à nouveau rend ces 400 dernières années valables. À ce moment-là, Anastasia se précipite aux côtés d'Eftel et se présente à Merlin. Elle est venue avertir Eftel que la foule devient folle après avoir vu ce qu'il a fait. Toute la foule se précipite vers Eftel car ils veulent apprendre de lui. Tout le monde veut qu'il devienne professeur à l'école. Merlin se demande pourquoi il est venu dans cette école, alors il explique qu'il voulait étudier la magie en tant qu'étudiant.
Merlin détermine qu'ils doivent sortir d'ici, alors Eftel se demande où ils vont. Elle ne le dit pas et l'emmène quand même. Merlin l'emmène dans son ancien manoir, et il n'arrive pas à croire qu'elle en a pris soin pendant 400 ans. Merlin lui dit d'attendre ici pendant qu'elle va finir quelques papiers. Notre héros se demande ce qu'elle veut dire, alors elle explique son plan. Elle va remplir des papiers disant qu'Eftel et Anastasia sont ses enfants adoptifs et ses apprentis. Ainsi, ils pourront utiliser les installations de l'académie quand ils le souhaitent. Merlin ne pourrait pas être plus excité car elle n'a jamais pensé qu'elle pourrait aller à l'école avec Eftel. Eftel est toujours confus, alors elle explique plus loin. Elle déclare qu'elle utilisera son autorité en tant que directrice de l'académie de magie d'Altina pour permettre à Eftel de s'y inscrire immédiatement. Eftel reste sans voix car ainsi il pourra poursuivre la magie autant qu'il le souhaite en tant qu'étudiant. Personne ne l'ennuiera, et il n'aura aucun souci. C'est particulièrement vrai puisque Merlin connaît son secret et qu'elle pourra l'aider à le garder. Eftel ne pourrait pas être plus heureux, alors il remercie Merlin et accepte son offre. Quelques instants plus tard, Eftel emmène Anastasia plus profondément dans le manoir, et elle se demande ce qu'est cet endroit. Il explique que le trésor se trouve juste devant, et qu'il y a là une épée spéciale qu'il désire. Juste à ce moment, un objet étrange tombe devant eux, et un gardien mystérieux en sort. Il déclare que nul ne peut passer au-delà de ce point et ordonne à nos héros de s'en aller. Le génie leur dit de déguerpir avant d'être blessés, et il les traite de petits voleurs. Eftel répond qu'ils ne sont pas des voleurs, car il est simplement venu chercher son katana nommé Rakiri. Le génie n'arrive pas à croire que cet enfant voleur ose prétendre que Rakiri lui appartient. Il explique que le katana est une arme légendaire qui a été rapportée du château du roi démon. Elle a été récupérée par Eftel, l'un des 4 empereurs, et sa valeur est de rang triple. Cette épée est si précieuse que personne n'est même autorisé à la voir de ses propres yeux. Eftel pense que tout ce que le gardien vient de dire à propos du katana légendaire est parfaitement vrai. Il se souvient comment le roi démon a utilisé Rakiri pour couper en deux son sort Eftel de niveau 10. Le génie suppose que nos héros ne sont que des étudiants de Merlin, alors il lui dit gentiment de déguerpir. Eftel essaie d'expliquer qu'il a le droit d'être ici, mais le génie craque complètement. Il s'est dit que la vieille sorcière Merlin aimait peut-être ses gamins, mais maintenant il est prêt à les achever. Le génie est déjà assez énervé que Merlin lui donne des ordres, alors il révèle autre chose. Il explique que le professeur de Merlin, Eftel, était un mage incompétent sans aucune aptitude magique. Cela lui fait penser que Merlin elle-même n'est peut-être pas si spéciale. Il parie qu'Eftel n'est devenu l'un des 4 empereurs que par quelques tours de passe-passe. Le génie dit que ce n'est certainement pas parce qu'il était doué, et notre héros en a assez entendu. Eftel devient très sérieux et exige de savoir où Rakiri est conservé à cet instant. Le gardien n'arrive pas à croire que ce gamin veuille tant le savoir, mais il révèle que c'est juste derrière lui. Cependant, il a oublié de mentionner que ce trésor est couvert de puissante magie de protection sur chaque centimètre. Il dit qu'un voleur ou un mage ordinaire ne pourrait même pas toucher le katana, alors le génie avertit Eftel de ne pas essayer. Il explique que la seule façon de contourner cette magie est d'être au niveau de Merlin. Eftel stupéfie le gardien en utilisant instantanément un sort de niveau 8 appelé Dissipation Parfaite. Le génie crie que c'est impossible, car ce gamin vient de dissiper la magie de protection du trésor sans aucun problème. Eftel prend Rakiri avec joie dans ses mains, et le génie ne peut que se demander qui est ce gamin. À ce moment, Merlin arrive, et elle est absolument furieuse contre le génie pour l'avoir traité de vieille sorcière. Elle le gronde sévèrement, mais elle change immédiatement de ton pour saluer Eftel. Pendant ce temps, le génie n'arrive toujours pas à croire qu'Eftel ait lancé un sort de niveau 8 sans incantation. En plus de cela, Eftel continue de parler comme s'il était le véritable, et finalement, le déclic se produit. Le génie perd complètement la raison quand il réalise que ce gamin est le vrai Eftel. Il s'excuse désespérément pour son impolitesse, et Eftel lui pardonne. Notre héros dit au génie de se souvenir de leur visage, car lui et Anastasia vivent ici maintenant. Merlin prévient que si le génie ose encore l'appeler vieille sorcière, elle le fera exploser hors d'existence. Le génie supplie Eftel de le sauver, mais Eftel dit juste que Merlin est effrayante quand elle est en colère. Plus tard, nos héros se rendent en ville, et Eftel remarque que certains magasins n'ont pas changé en 400 ans. Merlin l'emmène ensuite chez le tailleur, où elle fait faire à Eftel et Anastasia leurs nouveaux uniformes scolaires. Après cela, une femme les invite à participer à une chasse au trésor, où le gagnant gagne un voyage aux sources chaudes. Merlin aime beaucoup l'idée, mais Anastasia est plus intéressée par une petite poupée proposée. Elle est trop gênée pour expliquer pourquoi, alors Eftel lui dit gentiment qu'elle n'est pas obligée. Eftel remarque que les trésors sont cachés avec de la magie de métamorphose, ils seront donc difficiles à trouver. Utiliser le sort de dissipation comme tout à l'heure ne fonctionnera pas, car cela briserait d'autres sorts qui n'ont rien à voir avec la chasse au trésor. Merlin explique qu'on ne les voit pas, mais qu'il y a en réalité des tonnes de sorts partout dans cette ville. S'ils utilisaient le sort de dissipation ici, cela plongerait toute la ville dans la panique. Eftel dit qu'il connaît un moyen de le faire, et Merlin se demande s'il peut vraiment faire quelque chose d'aussi précis. Eftel dit, bien sûr,
et il émerveille les filles en utilisant un brouilleur magique de niveau 5. Cela leur révèle toutes les poupées, alors nos héros partent toutes les collecter. Cela ne prend pas très longtemps, et nos héros remportent facilement toute la chasse. Anastasia remercie notre héros, et elle révèle la raison pour laquelle elle voulait la poupée. Elle explique qu'elle lui rappelle Eftel chaque fois qu'il sourit, et ils partagent tous un beau moment. Cette nuit-là, Merlin révèle qu'elle a rejoint Anastasia aux sources chaudes pour l'inspecter de la tête aux pieds. Elle voulait voir si Anastasia était digne de servir Eftel, mais il met immédiatement fin à cela. Plus important encore, Merlin a vu la marque d'esclave sur le corps d'Anastasia, et elle s'en inquiète. Anastasia pourrait se retourner contre lui à tout moment, et elle dit que c'est comme si Eftel gardait une bombe près de lui. Eftel révèle qu'il est déjà au courant de tout, et il déclare fermement que c'était sa décision. Il ne veut plus entendre un mot à ce sujet, alors Merlin s'excuse. Le lendemain, nos héros arrivent enfin à leur nouvelle école, et tout le monde se met immédiatement à les regarder. Les étudiants dehors n'en croient pas leurs yeux, et ils se demandent ce qu'une race inférieure fait ici. Anastasia devient très nerveuse, alors Eftel explique que c'est une académie magique réservée aux démons. Il est logique que des humains comme lui soient une rareté dans un endroit comme celui-ci. Au fond de lui, Eftel pense que peu importe ce qu'est cet endroit, car il veut juste étudier la magie. Cela lui suffit amplement, tant qu'il peut mener une vie scolaire paisible. Dans la salle de classe, les choses empirent encore, car tous les étudiants perdent la raison. Une fille nommée Maria n'arrive pas à croire que le nouvel étudiant arrivant aujourd'hui soit en réalité un humain. Un gars nommé Abel dit grossièrement qu'il peut sentir l'odeur humaine sur Eftel. Maria exige de savoir comment Eftel a pu être admis dans cette école en premier lieu. Abel suppose qu'Eftel est un humain important qui a payé le comité scolaire pour contourner les règles. Tous les étudiants sont d'accord avec cette supposition, et Eftel pense qu'Abel n'a pas complètement tort. Abel lui dit de ne pas sous-estimer cette école, car elle est réservée aux étudiants les plus élitistes. Elle n'est que pour les races supérieures comme les démons et les elfes, donc il refuse d'étudier à côté d'un humain. Ensuite, Maria s'excuse, car Abel était plutôt vulgaire, mais elle confirme que les humains ne sont pas appréciés ici. Maria dit qu'elle ne discrimine pas les autres races, mais qu'elle discrimine en fonction du talent d'une personne. Sa fierté ne lui permet pas d'être dans la même classe qu'un raté qui peut à peine utiliser la magie. Elle recommande à Eftel de faire de son mieux pour rester hors de leur vue en tout temps. Eftel ne s'énerve même pas, car il pense que les démons ont vraiment plus de potentiel magique que les humains. Il détermine que c'est un fait qui n'a pas du tout changé au cours des 400 dernières années. À ce moment, tout le monde est stupéfait quand Merlin entre dans la pièce et annonce qu'elle enseignera directement cette classe. Les étudiants n'arrivent pas à croire leur chance, car l'héroïne démon légendaire elle-même va leur enseigner. Abel se lève et suppose que Merlin est venu parce qu'elle a entendu les rumeurs sur son talent incroyable. Il est sûr qu'elle veut l'instruire personnellement, mais Merlin le détruit complètement. Elle n'a aucune idée de qui il est, alors Abel, dévasté, explique qu'il a les meilleures notes. Merlin s'excuse auprès du jeune Abel, car elle n'est pas venue pour lui. Elle choque toute la classe en révélant qu'elle est en fait ici parce qu'Eftel a rejoint leur école. Eftel est horrifié, car il ne veut pas ce genre d'attention. Abel refuse d'accepter cela, alors il détermine qu'Eftel doit être l'enfant de quelqu'un d'important. Merlin le corrige en disant que seuls les mages de 3e catégorie pensent avec des stéréotypes pareils. Elle dit à la classe d'observer attentivement Eftel, car le rencontrer est une chance parfaite de détruire leurs préjugés sur les humains. Eftel ne comprend pas ce que Merlin fait, alors qu'elle lui dit d'être indulgent avec eux tous. Toute la classe regarde notre héros, et il ne peut que dire adieu à sa vie scolaire paisible. Plus tard, Abel confronte notre héros, et il exige de savoir qui est vraiment Eftel. La rumeur dit que Merlin enseigne personnellement aux plus beaux jeunes étudiants pendant ses cours bénévoles. Abel traite Eftel de petit jouet de la vieille sorcière, et notre héros pense que tout est de la faute de Merlin. Eftel lui dit juste de ne pas appeler la directrice comme ça, et il espère éviter ce gars à l'avenir. Un peu plus tard, Merlin annonce qu'ils décideront qui participera à la prochaine bataille interclasse. La classe a rempli tous les postes sauf celui des épéistes magiques, alors Merlin demande des volontaires. Eftel se cache désespérément, car il ne veut pas participer à cet événement. Il sait que chaque fois qu'un combat est impliqué, son autre lui-même devient beaucoup trop excité. Merlin dit aux étudiants timides qu'il n'y a pas besoin de se retenir, car ils peuvent se porter volontaires, ou quelqu'un peut le faire pour eux. Eftel supplie désespérément d'être ignoré, mais heureusement Abel se lève et se porte volontaire pour la place. Tout le monde est d'accord qu'Abel est le choix évident, car c'est le meilleur épéiste de l'école. Eftel célèbre tranquillement, mais Merlin dit que ce n'est pas tout à fait ce qu'elle avait en tête. Elle demande s'il y a d'autres candidats, et Eftel est choquée quand Anastasia lève la main. Il n'arrive pas à croire qu'elle soit sérieuse, et elle peine nerveusement à trouver ses mots. Anastasia choque alors encore plus notre héros, car elle annonce qu'elle porte volontaire Eftel pour le combat. Toute la classe est stupéfaite, et ils disent que ces nouveaux sont bien trop confiants. Pour une raison étrange, Abel est en fait ravi. Cependant, Eftel est horrifié, car il réalise que sa vie scolaire paisible est vraiment terminée. Un peu plus tard,
Merlin dit qu'il est temps de sélectionner les membres pour le tournoi interclasse. Eftel et Abbé vont avoir un combat simulé pour se disputer le poste de magicien épéiste. La magie est interdite, alors elle dit aux gars de montrer leur force avec la seule épée. Abbé traite Eftel de race inférieure et lui dit de se préparer. Eftel pense que le fait qu'Abbé soit fort est une bonne nouvelle pour lui. Il prévoit de jeter le combat, donc un être compétent rendra la chose réaliste. Eftel planifie exactement comment le combat se déroulera, et il est prêt à perdre. Il commence le combat par un coup de pied fin, mais il est stupéfait quand il atterrit. Ce qui est pire encore, c'est que ça n'aurait pas dû faire beaucoup de dégâts, mais ça assomme en fait Abbé. Eftel est déclaré vainqueur, et tout le monde est stupéfait. Il refuse de croire qu'Eftel ait pu battre l'un des leurs, mais Maria a une théorie. Elle dit qu'elle pense que Merlin essaie de changer leur programme de magiciens épéistes. Elle rappelle à tous que les humains ne sont pas doués pour la magie, donc ils doivent compenser en étant très bons en combat au corps à corps. Elle pense que Merlin voulait exposer une faiblesse dans la formation actuelle des magiciens épéistes, alors elle a amené un épéiste très fort. Cela explique pourquoi Merlin enseigne elle-même la classe et pourquoi elle montre un traitement spécial à Eftel. Eftel joue le jeu pour que son véritable secret ne soit pas découvert, mais Abbé reste sceptique. Cette nuit-là, Anastasia fait remarquer qu'Eftel a vaincu une autre personne forte. Elle s'inquiète de ce qu'il fera s'il se retrouve un jour dans une situation où la force ne suffit pas. Eftel dit simplement qu'il fera l'effort nécessaire pour que les choses s'arrangent. Elle se demande si cela inclut un destin horrible qu'il ne pourrait jamais changer, et Eftel répond oui. Il fait remarquer que même maintenant, il est là pour réparer quelque chose que rien ne pouvait réparer. Anastasia se sent terrible parce qu'elle ne peut être d'aucune utilité à Eftel. Elle essaie de faire une offre généreuse, mais il dit que le simple fait qu'elle s'asseye et mange avec lui suffit. Anastasia est choquée d'entendre cela, et ils continuent joyeusement leur dîner. Elle ne pourrait pas être plus heureuse, et elle pleure sous le flot des émotions. Plus tard, Eftel parle avec Merlin dans la cave. Elle révèle que Rakiri a été volé parmi plusieurs autres trésors. Chose choquante, la personne qui l'a fait est Anastasia, quelqu'un a activé sa marque d'esclave, donc elle a volé le trésor et a disparu. Eftel explique ensuite que les marques d'esclaves ont des règles. Le propriétaire ne peut pas donner d'ordre qui entraînerait la mort de l'esclave ou le forcerait à commettre des crimes. Il y a un moyen de contourner cela, c'est en utilisant une marque d'esclave spéciale. Le simple fait d'en posséder une est un crime, alors Merlin se demande pourquoi Anastasia en avait une. Eftel lui-même ne le sait pas, mais ce qu'il sait, c'est qu'il doit briser le contrat de la marque d'esclave spéciale d'Anastasia. Merlin est horrifié car elle lui rappelle ce que cela signifie. Elle fait remarquer qu'un dieu a un jour détruit tout un petit pays lorsqu'un contrat de marque d'esclave spéciale a été brisé. Eftel sait déjà que ce ne sera pas facile car il devra affronter le dieu. S'il perd, alors le pays qu'il a autrefois protégé en tant qu'empereur de la foudre pourrait être détruit. Merlin se demande pourquoi il ferait tout cela pour quelqu'un qui l'a trahi, mais Eftel dit que ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a confiance en Anastasia, et il est sûr qu'elle ne l'a pas fait exprès. Merlin n'attendait pas moins de son ancien professeur, et elle se demande où Anastasia pourrait être. Eftel dit qu'il s'attendait à ce que cela arrive, donc il a mis une magie de localisation sur le trésor. Il est sûr qu'Anastasia livre en ce moment ses objets volés à son véritable maître. Ailleurs, nous voyons que le maître d'Anastasia est maintenant Abbé. Il ne pourrait pas être plus heureux de tout ce trésor, et il est particulièrement ravi d'avoir Rakiri. Il s'avère qu'Abbé avait tout planifié. C'est lui qui a ordonné à Anastasia de proposer Eftel pour le combat simulé. Anastasia a essayé de l'avertir qu'Eftel est vraiment fort, mais il n'a pas écouté. Tout ce qu'Anastasia veut savoir, c'est si c'est la dernière fois qu'elle doit obéir à ses ordres. Abbé dit oui parce qu'elle lui a apporté 2 artefacts. Cela en fait 5 au total après qu'il ait les 3 que la grande sœur d'Anastasia lui a apportés. Il déclare qu'apporter 5 artefacts achève le contrat pour cette génération de sa famille. Anastasia est soulagée, mais Abbé lui rappelle qu'elle aura toujours la marque d'esclave spéciale. La marque est une malédiction qui a été placée sur tout son clan pour le crime d'avoir éliminé ses camarades démons. Elle ne disparaîtra jamais, et elle sera même transmise à tous ses enfants. Ils seront la prochaine génération, et ils devront faire les mêmes choses qu'elle a faites pour sa famille. Abbé dit qu'il va parler à son père de ce qu'il faut faire d'elle, puis il part. Anastasia pense à comment elle se sent toujours dégoûtée après avoir obéi aux ordres d'Abel. Cependant, elle se sent pire que jamais cette fois-ci parce qu'elle a trahi Eftel. C'est enfin fini, cependant, donc elle ne peut s'empêcher de pleurer en pensant à sa sœur. Un retour en arrière montre qu'Anastasia se disputait toujours avec elle. Sa grande sœur lui reprochait ce qui était arrivé à leur mère. Elle rentrait à la maison pour donner un peu d'argent à la famille, mais Anastasia était toujours furieuse contre elle. Sa grande sœur partait toujours pour profiter de sa vie, et elle ne revenait que pour leur donner quelques pièces. Elle reprochait toujours à Anastasia la mort de leur mère, et elle voulait qu'elle quitte le village. Anastasia s'est tellement énervée une fois qu'elle a dit avec colère qu'elle détestait sa grande sœur. Cela a fait partir sa grande sœur, et Anastasia ne pouvait que pleurer. Malheureusement, la fois suivante où elle a vu sa sœur, c'est quand elle a été ramenée dans un sac mortuaire,
et Anastasia était horrifiée et se demandait ce qui s'était passé. Abe et son père ont ramené le corps, et Abe s'est juste demandé si Anastasia était la prochaine. Le père d'Anastasia s'est prosterné devant eux, et Anastasia n'avait aucune idée de ce qui se passait. Son père a supplié Abe de prendre Anastasia comme remplaçante de son autre fille. Abe ne pouvait que rire en le traitant de père terrible. La situation était décidée, alors le père d'Abe a ordonné le début du rituel de transfert. Ils ont placé Anastasia et sa grande sœur au centre d'un cercle magique. Le père d'Abe a révélé que la grande sœur d'Anastasia avait fait une erreur en exécutant un contrat. Sa vie a pris fin, donc à partir de maintenant, Anastasia appartient à sa famille. Il a ensuite pris un moment pour expliquer comment fonctionne le contrat d'esclave spécial. Tout ce que la famille d'Anastasia a à faire, c'est d'offrir 5 artefacts à chaque génération. Puis ils transmettent cette tâche à la génération suivante pour toujours. Pour acquérir ces artefacts, ils doivent infiltrer les maisons nobles pour les voler. La sœur d'Anastasia leur en avait déjà apporté 3, donc leur famille ne devait plus que 2. Abe a ri comme un psychopathe en expliquant que la sœur d'Anastasia a été éliminée quand elle a été surprise en train d'essayer de voler quelque chose. Anastasia a pleuré de manière incontrôlable après avoir appris que sa sœur avait perdu la vie pour quelque chose d'aussi dérisoire. La cérémonie a commencé juste après, et la marque d'esclave a été transférée à Anastasia. C'est alors qu'elle a réalisé la vérité sur ce qui s'est passé il y a 300 ans. Ses ancêtres ont essayé d'attaquer et de voler un autre clan de démons. Ils ont été vaincus, et comme punition pour leurs crimes, ils ont été forcés de porter une marque d'esclave spéciale jusqu'à la fin des temps. La sœur d'Anastasia savait tout cela, et elle a essayé de gérer seule la malédiction de leur famille. Elle a même essayé de faire détester Anastasia pour que, quand sa vie prendrait fin, cela fasse moins mal. Anastasia a réalisé à quel point elle était stupide parce que sa sœur essayait juste de la protéger. 3 ans se sont écoulés depuis, et Anastasia est heureuse que ce soit enfin fini. Malheureusement, elle est horrifiée d'apprendre qu'elle doit récupérer 3 autres objets. Abe explique qu'elle doit en obtenir 5 par elle-même, ce qui signifie qu'elle en doit en réalité 3 de plus. Anastasia essaie de discuter, mais cela ne sert à rien. Abe lui rappelle qu'elle a une marque d'esclave, donc elle n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'il dit. Il lui dit de terminer le travail pour qu'elle puisse se dépêcher d'avoir plein d'enfants. Ils leur transféreront la marque, et ensuite Anastasia pourra être libérée. Anastasia se sent terrible en se demandant pourquoi la vie de sa sœur a dû se terminer. Elle fait remarquer qu'elle avait des sentiments, mais Abe s'en moque totalement. Il détermine que c'est un assez grand jour pour elle, alors il décide de dire la vérité à Anastasia. Cela a à voir avec la guerre qui a entraîné la malédiction de la famille d'Anastasia. Il révèle que c'est en fait sa famille qui a commencé cette guerre. Ce sont eux qui ont volé le territoire, et ils ont accusé le clan d'Anastasia d'avoir mis fin à la vie des démons. Anastasia est horrifiée parce que tout était un mensonge depuis le début. Sa famille a tant souffert à cause de tout cela, mais Abe ne pouvait que rire. Il apprécie de voir la réaction de sa famille chaque fois qu'il leur dit la vérité. Il rit comme un fou en disant que la sœur d'Anastasia a fait exactement la même tête. Anastasia ne peut rien y faire, alors elle part simplement. Abe lui dit d'aller s'enfuir parce que cela ne changera rien. Son contrat la force automatiquement à retourner chez son maître tous les 6 mois. Il déclare que peu importe où elle va, elle ne pourra jamais échapper à ce destin. Anastasia erre sans but en réfléchissant à la façon dont elle ne pourra jamais échapper à son destin. Soudain, des voyous apparaissent pour l'embêter, et ils voient qu'elle est une esclave. Son lien avec son maître a été rompu, alors ils disent qu'elle leur appartient maintenant. Anastasia pense qu'Abe a raison, car elle ne pourra jamais s'enfuir. Elle commence à perdre espoir, mais alors Eftel arrive pour la sauver. Il dit aux voyous qu'elle est avec lui, et ils prennent la fuite pour sauver leur vie. Anastasia s'excuse de lui avoir volé son épée, mais Eftel veut seulement savoir pourquoi elle ne lui avait pas parlé de son passé. Elle explique qu'elle ne voulait pas lui en parler parce que le sceau spécial d'esclave ne peut être enlevé, quoi qu'il arrive. Le contrat du sceau est absolu et protégé par un dieu. Personne ne peut rien y faire, alors Anastasia s'effondre. Eftel la calme en disant qu'il se moque du contrat d'un dieu. Il lui révèle enfin qu'il est Eftel, l'empereur de la foudre et le légendaire sage. Il explique que sa vie s'est terminée et qu'il est revenu à la vie dans ce corps. Anastasia a du mal à le croire, alors Eftel lui rappelle toutes les choses qu'elle l'a vu faire. Elle repense à toutes les démonstrations de pouvoir incroyables d'Eftel, et elle réalise qu'il doit dire la vérité. Eftel souligne qu'il a recueilli Anastasia, et il promet de la récupérer, donc elle n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Anastasia s'effondre parce qu'elle a atteint sa limite. Elle ne peut plus rien faire par elle-même, alors elle supplie Eftel de la sauver. Eftel accepte, et il lui dit de lui laisser le reste. Plus tard, un expert examine tous les trésors qu'Anastasia a donnés à Abe. L'épée Rakiri est la plus spéciale de toutes, et c'est presque un trésor national. L'expert propose de l'acheter pour 5000 pièces d'or, et Abe pense à quel point c'est merveilleux. Il accepte l'offre, alors le gars lui dit qu'il n'a pas d'argent sur lui pour le moment. Il devra aller le chercher, alors Abe dit qu'il attendra. Abe ne pourrait pas être plus heureux, car il sait qu'Anastasia finira par lui rapporter plus de trésors. Il rit comme un fou,
parce qu'elle va lui faire gagner une tonne d'argent. Juste à ce moment, Anastasia revient vers lui, et Abe est content de voir qu'elle a accepté son sort. Il est surpris, cependant, lorsqu'elle exige qu'il lui rende quelque chose. Abe est sûr de ne pas avoir bien entendu, alors il lui dit de répéter. Cette fois, Anastasia dit très clairement qu'elle veut qu'il rende le katana. Un retour en arrière montre qu'Anastasia a tout raconté à Eftel. Eftel lui a simplement dit de récupérer le katana, mais elle était surprise qu'il ne soit pas en colère contre elle. Elle a fait remarquer qu'elle l'avait trahi, mais Eftel savait déjà qu'elle ne voulait pas le faire. Anastasia a alors expliqué qu'elle ne peut pas échapper à son sceau d'esclave. C'est pourquoi les esclaves comme elle ne pensent pas à ce qu'elles veulent faire. Eftel n'y croyait pas vraiment, et il a fait remarquer que la sœur d'Anastasia avait résisté à son sceau autant qu'elle le pouvait. Elle l'a combattu tout du long, et elle a passé sa vie à essayer de protéger Anastasia. Il a dit que c'était ce qu'elle voulait faire, et Anastasia a réalisé qu'il avait raison. Penser à sa sœur a donné à Anastasia un nouvel espoir. Ils n'ont jamais pu contrôler le cœur de sa sœur, et Anastasia s'est sentie terrible parce qu'elle abandonnait si vite. Elle a cessé de se battre, et elle n'a réalisé que alors à quel point c'était grave. Elle a enfin compris ce qu'Eftel lui disait sur le fait d'avoir sa propre volonté. Il lui a dit de parler quand quelque chose ne lui plaît pas. Anastasia en avait fini avec son ancien moi, alors elle a dit à Eftel qu'elle avait une requête. De retour au présent, Anastasia exige qu'Abe rende le katana. Abe est furieux alors qu'il l'attrape et la défie de répéter cela. Anastasia ne recule pas, et elle lui dit de rendre l'épée. Abe n'en devient que plus furieux en se demandant pourquoi elle croit pouvoir lui dire quoi faire. Il lui demande si elle sait ce qui arrive quand un esclave désobéit à son maître. Il explique qu'il la forcera à avoir plusieurs enfants, et ensuite il la mettra de côté. Anastasia ne recule pas, alors Abe est furieux de la détermination dans ses yeux. Il devient plus agressif, et il se demande si elle essaie de se faire tuer. Anastasia pense que c'était sa décision, et elle refuse de s'enfuir davantage. Elle dit à Abe qu'elle en a fini de faire ce que sa famille veut, et Abe est pris au dépourvu. Il ne sait pas ce que son ami humain lui a dit, mais il admet qu'elle a du cran. Le maléfique Abe sort l'épée et commence à utiliser le fourreau pour frapper Anastasia. Il la traite d'idiote de croire qu'elle pourrait compter sur un humain pour la sauver. Il est vraiment agacé quand il voit que ses yeux ont toujours la même détermination. Il lui rappelle qu'elle est une esclave, et il dit qu'il va devoir lui donner une leçon. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il s'arrêtera juste avant que sa vie ne s'éteigne. Abe se prépare à la frapper avec sa lame cette fois-ci, mais Eftel arrive de nulle part pour arrêter l'épée. Il l'attrape avec sa main, et il dit à Anastasia qu'elle a fait du bon travail. Un autre retour en arrière montre ce qu'Anastasia a demandé à Eftel de faire. Elle a commencé par admettre que tout était de sa faute, et elle voulait expier cela. Sa requête était qu'Eftel la laisse essayer d'expier par elle-même. Eftel a accepté, mais il dit maintenant qu'Anastasia a assez expié. Anastasia sanglote de manière incontrôlable, et elle remercie Eftel. Abe est furieux, et il n'arrive pas à croire qu'Eftel soit venue jusqu'ici pour une ordure. Il dit qu'il va volontiers tailler Eftel en pièces aussi, et il rit comme un fou. C'est maintenant Eftel qui se fâche, alors qu'il déclare qu'Abe ne fera plus jamais de mal à Anastasia. Il donne un coup de poing en plein visage à Abe et l'envoie voler. Abe ne pourrait pas être plus en colère, car c'est la deuxième fois qu'Eftel le frappe. Il dit qu'il va faire payer Eftel, et il déclare qu'il va mettre fin à ses jours. Il leur rappelle qu'ils sont dans son manoir, et il dit qu'aucun d'eux ne sortira vivant d'ici. Il souligne que sa famille appartient à l'un des clans de démons les plus importants. Nos héros sont entrés sur son territoire sans permission, donc ces 300 gardes vont devoir les faire payer. Abe les appelle, et sa gigantesque armée de gardes apparaît. Anastasia est terrifiée car ils sont si nombreux. Abe dit qu'il a bien payé ses gars, et il explique à quel point ils sont dangereux. Il dit qu'ils sont tous des maîtres en magie, arts martiaux et maniement d'épée. Il déclare qu'Eftel ne pourra même pas les égratigner, et il ordonne à ses troupes d'élite d'éliminer l'intrus. La grande armée charge, mais Abe est choqué quand Eftel lève simplement la main. Eftel utilise son niveau 7 d'herbe du chaos et dit au sort de faire voler l'armée. Abe rit bien fort, car il n'arrive pas à croire qu'un humain essaie d'utiliser de la magie. Il est sûr qu'Eftel a dû vouloir dire qu'il allait essayer un sort de niveau 1, et il rit encore plus. Il dit à Eftel que sa vie s'éteindra avant même qu'il ait fini l'incantation, mais il est stupéfait quand le sort d'Eftel s'active immédiatement. Notre héros libère le sort, et l'immense pression du vent envoie toute l'armée s'écraser contre le manoir d'Abe. Abe crie alors que son manoir est détruit, et l'attaque l'envoie également voler. Finalement, il s'écrase au sol, et Anastasia est émerveillée par tous les dégâts qu'Eftel a causés. Abe peut à peine parler, mais il dit qu'Eftel n'a pas encore gagné. Il lui rappelle qu'Anastasia lui appartiendra toujours. Juste alors, Merlin arrive et informe Eftel que tous les objets volés dans son manoir ont déjà été vendus. Elle s'est également renseignée sur la famille d'Abe, et elle a découvert qu'il n'y a que de mauvaises choses à leur sujet. Il y a des tonnes de rumeurs sur eux volant et vendant des artefacts et aussi faisant de la contrebande de drogue. Ils sont également profondément liés à la mafia locale. Eftel dit que l'armée d'Abe ressemble à celle de la mafia, mais il vient de les faire tous voler.
Merlin dit alors à Abbé qu'il n'a pas sa place dans son académie. Elle utilise son autorité en tant que doyenne de l'école et l'expulse. Abbé est horrifié d'apprendre cela, mais il est épuisé et il s'évanouit. Anastasia peut enfin rendre son katana à Eftel, et elle s'excuse encore. Il lui dit de ne plus s'en faire, et il demande simplement si elle va bien. Cela la fait pleurer à nouveau alors qu'elle dit oui, et elle promet de ne plus jamais abandonner. Elle a réalisé que, quel que soit son destin, c'est à elle de vivre sa propre vie. Anastasia ne pourrait pas être plus reconnaissante, alors elle remercie notre héros. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.